Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce jeudi 14 juin 2024. Dans nos élaborations de ce matin, on se penche sur le cas de la commune d'Abomey-Calavi et sa capacité à faire face à la saison pluvieuse en cours. La pression de Dame Nature s'impose à toutes les régions du pays et chaque contrée cherche son bouclier à sa manière. À cela s'ajoute la question de l'éclairage public qui n'est pas de nature à faciliter la tâche aux usagers de cette route inter-État qui traverse cette commune du département de l'Atlantique. On prend l'avis des débatteurs sur ces deux aspects dans un instant. Et puis les tralala et la cohabitation au sein des partis politiques, notamment de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 15e circonscription électorale. La page Facebook officielle du député tête de liste de ce parti à Cotonou renseigne sur la nature de la gestion des ressources humaines et financières à l'UPR. L'honorable Délonis Koglevi fustige la manière dont les choses se sont déroulées durant la campagne comptant pour les élections législatives de 2023. On note tout simplement une forme d'opacité dans la gestion des biens censés être repartis à chacun et une fissure dans le rapprochement des acteurs. On dira également deux mots sur cette actualité qui défraie la chronique depuis le début de cette semaine. À suivre également les autres articulations de votre matinale, le programme du jeudi. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, les premières informations avec nos confrères de la presse écrite. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui ce matin titre « Phénomène en vogue ces derniers mois au Bénin, suicide, le recours fatal, les causes d'une tragédie de plus en plus récurrente. » Et puis regard croisé d'un psychologue, d'un prêtre et de sociologue. C'est à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité paru ce jeudi. Et puis sécurité alimentaire et productivité, le Bénin décroche 150 millions de dollars US de la Banque mondiale. Et puis élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous sommes là pour le compte de la 7e mandature. Basile Chibozo, Begonde Lionel et Ounsou Armand, le trio représentant les professionnels des médias. Le journal qui donne à voir à l'angle bas, n'est-ce pas, les trois acteurs professionnels des médias qui seront désormais les représentants des journalistes, pour ne pas dire des hommes des médias au sein de l'institution de régulation. On évolue maintenant avec l'autre quotidien. Crise persistante entre le Bénin et le Niger, étonnant silence de la communauté internationale. Et puis renforcement de l'approvisionnement en eau potable à Kpakpa et à Glangandan, bientôt libérés des pénuries. 15 mois de travaux nécessaires pour 17 milliards de francs CFA, nous apprend l'autre quotidien. Matin libre, nomination de Jacques Bigan, confirmation du projet de 3e mandat, s'interroge Matin libre. Et puis affaire réclamation de caution, la cour entre jurisprudence et le bon sens, une leçon pour les présidentiables. Quotidien L'Informateur, promotion de la destination Bénin, une marque pays adopté. Et puis proclamation des résultats c'est au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature, Basile Chibozo, l'élu de la presse écrite. Quotidien L'Indépendant, en 1 d'installation de la cour Sosa. Et si Patrice Talon réajustait sa diplomatie, s'interroge le journal. Les 4 vérités, cette fois-ci, au commissaire à la prévention de la corruption, Talon nomme un grand défenseur de la rupture. Jacques Migan remercie le président et s'en remet à Dieu. Et puis au niveau du CAMES, les 4 vérités, le quotidien nous apprend que Abdou Bakari Imoru et Lamine Baba Moussa sont élus présidents de comité technique spécialisé. La nouvelle génération. Pour un dénouement de la crise bénino-nigériane, Géraldo Aplogan demande pardon aux Nigériens au nom du peuple béninois.
Allez, on revient très rapidement à la une du quotidien Maison, Fraternité. Phénomène en vogue ces derniers mois au Bénin, suicide, le recours fatal, les causes d'une tragédie de plus en plus récurrente. Le journal qui donne à lire dans ses colonnes le regard, sinon les regards croisés d'un psychologue, d'un prêtre et des sociologues. Sécurité alimentaire et productivité, le Bénin décroche 150 millions de dollars US au niveau de la Banque mondiale. Et puis pour le compte de la 7e mandature au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, il y a eu élection dimanche dernier, désignation donc des professionnels des médias. Le journal Fraternité nous apprend que c'est Basile Chibozo, Lionel Begonde et Armand Oussou qui sont les trios représentants des professionnels des médias au sein de cette institution. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Le travail maintenant de la rédaction de Canal 3 Bénin. Ingrid, bonjour. Bonjour Wahab. Bien, bonjour à tous. Allez, le bulletin matinal, c'est avec vous et on évoque d'entrée le compte-rendu de cette cérémonie de lancement des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et d'Agbangandan à partir des champs de captage de Porto-Novo et environ. Le projet vise à conjuguer au passé les problèmes de pénurie d'eau auxquels sont confrontées les populations de ces deux localités citées un peu plus haut. Toujours dans cette édition, nous allons faire le tour dans le département du Mono pour vous faire vivre les temps forts de cette séance de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Il faut dire les choses comme ça. Après l'étape des établissements scolaires, c'est le tour des centres d'apprentissage de métiers d'accueillir cette campagne de la préfecture de Lokossa. Allez, compte rendu à suivre dans un instant. Alors, Ingrid, il faut dire que le gouvernement apporte une réponse quelque peu conséquente aux pénuries d'eau auxquelles sont confrontées les populations d'Agbangandan et d'Akpakpa. En effet, Wahab, il s'agit des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de ces zones lancées mardi. C'est le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samon Seydou Adambi, qui a procédé au lancement de l'opération. L'objectif est de permettre aux populations d'avoir un accès illimité à l'eau potable. Reportage. Akpakpa, l'un des vastes quartiers de Cotonou, est confronté depuis plusieurs années à de graves perturbations de la disponibilité d'eau potable. Mais ce calvaire sera bientôt un mauvais souvenir pour ses habitants. Le gouvernement du président Patrice Talon lance ce mardi 11 juin 2024 les travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et Agbangandan à partir des champs de captage de Porto-Novo et environ. Le projet vient renforcer les efforts du gouvernement visant à améliorer la desserte de la qualité du service en eau potable. Il s'agit principalement de la construction de l'équipement d'une nouvelle usine de traitement d'eau ici, qui aura une capacité de traitement de 1000 m3/h, d'installation d'équipements hydrauliques et électriques, et électromécaniques pour les forages, la fourniture et la pose d'environ 46 km de conduite. Je vous passe des détails. La fourniture de 2000 mètres linéaires de lignes électriques, moyenne tension et basse tension, et la pose de transformation électrique moderne adaptée. Le tout complété par un système moderne de télégestion. Tous les jours, c'est la même rhétorique. Il n'y a pas d'eau depuis 10 jours. Il n'y a pas d'eau depuis 3 mois. Nous pensons qu'il faut remercier le gouvernement pour avoir jugé de l'opportunité d'une mesure d'urgence et avoir fait aboutir le programme ce jour pour le lancement de cette noble et bénéfique réalisation pour le compte de nos populations. Le déficit de production estimé à 1200 cubes/heure est la principale cause des perturbations constatées dans cette zone partagée entre Cotonou et Semepodji. Les travaux techniques préliminaires entrant dans le cadre de la réalisation de ce projet ont été déjà exécutés.
D'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, le projet est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Mesdames et messieurs, face au défi de l'accès à l'eau potable, le président de la République a eu la courageuse et salutaire décision d'être anticipatif avec une vision très claire. Cette anticipation et cette vision du chef de l'État portent ses fruits comme on a pu s'en apercevoir. Plusieurs localités de notre pays sont déjà desservies en eau potable et pour celles qui restent, les projets sont déjà élaborés et les financements bouclés. Je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer ici, monsieur le maire de Semekodi et chère population, que très vite, après le lancement de ce jour, je reviendrai. Je reviendrai encore à Semekodi. Je reviendrai pour un autre lancement qui concerne le renforcement de l'amélioration de la desserte en eau potable pour les autres arrondissements de Semekodi. L'entreprise Soja Satom du groupe Vinci exécute les travaux. Encore 15 mois pour permettre aux habitants des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la ville de Cotonou et Aglanganda dans la commune de Semekodi de disposer d'eau potable en permanence. Adhésion du parti politique NEP Missaloudo au bloc républicain. La déclaration a été rendue publique le week-end dernier à Danhondigon dans la commune d'Agbanizon. Paul Nimagnon et ses compagnons ont décidé de militer désormais au profit du parti du cheval blanc cabré. Selon lui, plusieurs raisons justifient cet acte qui marque un événement important dans l'histoire politique de la zone. Met Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. De l'Union progressiste, le renouveau, Paul Nimagnon et ses compagnons du NEP Missaloudo déposent leur valise au bloc républicain. La décision a été rendue publique ce dimanche. Elle est, selon les acteurs, le fruit d'une réflexion mûrie ainsi que du traitement dont ils ont fait objet de la part de leurs anciens partisans politiques. Nous sommes l'UP, nous sommes Union progressiste, mais nous avons démissionné pour rentrer dans le bloc républicain. Désormais, tous les jurés d'Adam sont bloc républicain. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous dire ce jour que le présent événement à Danhondigon vient lancer un signal fort à toute la communauté républicaine de notre chère commune Agbanizon et que tout est encore possible. Le grand rassemblement à l'école primaire publique d'Danhondigon dans la commune d'Agbanizon marque selon eux un événement important dans leur parcours politique. Pour les démissionnaires, ce rendez-vous vient non seulement officialiser leur adhésion au bloc républicain, mais surtout vient mettre fin à un calvaire qui dure depuis plus de 5 ans. Je vais simplement vous dire que le membre que je fus a été marginalisé pendant plus de 5 ans par les hautes autorités du parti, y compris jusqu'en ces lieux où je suis né et où j'ai grandi. J'ai malheureusement constaté que l'idéologie progressiste a été vidée de son contenu éthique et est devenue juste un slogan et on ne fait que nous abreuver de joutes oratoires creuses. Nous avons donc pris la décision d'être membres du bloc républicain et notre présence matérialise l'adhésion individuelle de chacun de nous. Il y a eu une rupture aujourd'hui à Danhondigon. Et cette rupture, c'est l'adhésion de NEP Missaloudo. C'est l'adhésion de notre aîné Nimagnon Paul à notre parti, le bloc républicain. C'est un signe majeur qui indique que le bloc républicain sera le grand parti de notre pays. Dans la famille d'accueil, c'est la liesse depuis la section locale jusqu'au niveau national. Tous saluent le courage des nouveaux adhérents et leur promettent la sincérité et la culture de nombre de vertus qui favorisent le vivre ensemble. Il s'agit d'un gros morceau qui est venu dans la maison BR. Nous sommes tenus donc de l'accompagner, nous sommes tenus donc de le soutenir. Au bloc républicain, nous nous donnons la main pour grandir. Au bloc républicain, il n'y a pas la dictature. On s'écoute. Au bloc républicain, les individus ont leur place. Au bloc républicain, la personne est humaine, est au cœur de toute action politique. Vous devez être rassuré que vous êtes venu dans une maison où il fait beau vivre, où vous allez vivre dans un esprit partisan, où les efforts seront mis ensemble pour conjurer le mal. Rassurés de ce que l'avenir est prometteur au bloc républicain, les nouveaux cavaliers promettent travailler d'arrache-pied en vue de faire rayonner la formation politique dans leur localité et bien au-delà.
Allons maintenant dans le département du Mono où la préfecture de Lokossa poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Après les établissements scolaires, les centres d'apprentissage de métiers accueillent aussi les initiateurs de la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. La 3e édition a été officiellement lancée à Poupa. Nassissa Lossé. Quelques semaines après le monde scolaire, la préfecture de Lokossa investit les centres d'apprentissage implantés dans le département du Mono pour sa traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est la 3e édition cette année. L'offensive est lancée ici à Bopa devant les patrons et patronnes d'ateliers. Parce qu'avant d'être patron d'atelier, vous êtes des parents d'élèves, des parents d'enfants, des parents d'artisans. Et à ce titre, vous convenez avec moi que le meilleur investissement, c'est celui qui est sur l'être humain. Et plus loin, investir sur une femme, c'est assurer le développement de toute une communauté, ajouter l'autorité pour qui le combat doit être poursuivi. Le motif d'espoir, ce sont les tendances baissières constatées chaque année au niveau des statistiques depuis le début de cette opération. Les statistiques nous encouragent, mais le grand succès réside dans la durabilité des résultats. Si nous ne maintenons pas sur la durée les acquis, c'est-à-dire la baisse que nous observons au niveau des statistiques d'enregistrement des grossesses, alors tous les efforts que nous avons consentis depuis 3 ans sont vains. Donc nous prions tout le monde, tous les patrons d'ateliers, tous les parents, de sensibiliser les apprentis, nos enfants, chaque jour que Dieu fait. Mais avant de passer à cette phase de sensibilisation de leurs apprenants, les responsables des centres de formation au métier d'artisan ont été à l'école de Plan International Bénin pour mieux cerner la teneur du message à véhiculer à leurs interlocuteurs. Tout comme ici à Bopa, ces messagers sont attendus dans d'autres communes du département pour contribuer à décourager les prédateurs sexuels. D'une campagne de sensibilisation à une autre, en image, la directrice de l'administration de l'UPR était au CG d'Ompago dans la commune de Waké. Christelle Rondonougo y était pour sensibiliser les élèves filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Pendant plusieurs heures, l'Amazone des collines et sa suite se sont attelés à expliquer aux participantes l'hygiène intime avant, pendant et après la période de menstruation. Ce sera tout pour cette session d'information à Rabalipar. Alors, merci de l'avoir présenté, Ingrid. Merci pour ce passage. On se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas, pour suivre le même exercice de partage d'informations à nos téléspectateurs. L'information qui se poursuit sur le plateau d'Atu Matin. Nous parlons sport avec Candide Mouento. Candide, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, un peu de tout dans le menu de ce matin à la page sport. On parle football, basket et lutte africaine, de même que l'athlétisme. Évidemment, et on va commencer par le football, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les 3e et 4e journées ont pris fin mardi dernier dans les différents groupes à mi-parcours de ces éliminatoires qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde. Quel bilan peut-on faire? Je vous propose ici un petit résumé. Des favoris partent du bon pied, certains tâtonnent et quelques outsiders sortent de leur zone de confort. C'est un carton plein pour certaines nations après 4 journées. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas du Maroc, totalisent 3 victoires en autant de matchs dans le groupe E, où évoluent 5 nations suite au forfait de l'Érythrée. C'est également un sans faute pour l'Égypte, qui fait forte sensation en glanant 3 victoires et un nul, soit 10 points au compteur. À une longueur d'avance sur le Gabon, le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, a fait une performance identique, 3 victoires et un nul. Il en est de même pour la Tunisie dans la poule H. Si certains sont plus ou moins en forme, d'autres sortent avec un bilan mitigé. C'est le cas des Super Eagles du Nigeria, logés dans le groupe C. Les vice-champions d'Afrique en titre ont enregistré 3 matchs nuls et une défaite notamment face aux Guépards du Bénin. À l'issue des 4 premières journées,
Le Nigeria ne totalise que 3 points au compteur et se positionne à la 5e place de ce groupe. C'est aussi compliqué pour le Mali dans le groupe I. Les Aigles de leur côté ont enregistré 2 nuls, 1 victoire et 1 défaite, 5 points au compteur pour une 5e place au classement. Et toujours dans ce groupe, les Comores se positionnent en tête à égalité de points avec le Ghana, mais avec un goal différentiel de +4. Les Comoriens, qui n'ont jamais disputé une Coupe du Monde, sont ainsi sur une série qui leur permet de dorloter leur rêve d'une toute première qualification. Toutefois, le suspense reste entier dans ce groupe, puisque la 3e place est pour les Barrières du Madagascar avec 7 points au compteur. Il reste encore 6 différentes journées pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Les pays qui vont terminer leader des 9 différents groupes seront directement qualifiés pour la grande messe du football mondial. Les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un barrage au format de demi-finale puis de finale. Le vainqueur va effectuer ou plutôt va affronter un dernier barragiste international. À noter que la Coupe du Monde 2026 sera la première qui va réunir 48 nations en phase finale contre 32 participants à la précédente édition. Le continent africain, lui, sera représenté par 9 ou 10 nations. On revient au pays maintenant pour parler Super League Pro. Après la trêve internationale, la Super League Pro a fait son retour ce mercredi avec à la clé les affiches de la 21e journée. L'Autopopo a été contraint au partage de points à domicile par Requin FC. Score 1 but partout. US Cavalier a pris le meilleur 2-1 sur la jeunesse sportive de Pobé. Même score pour la victoire de Banigansé et Damis FC respectivement devant Dragon et Sobemap Sport. Dynamo FC d'Abomey s'est imposé à Aspac 3-1. 1-0 pour la victoire de Coton FC à domicile sur Espoir FC de Savalou. AS Cotonou s'est incliné sur un score d'1 contre 2 devant Dadia FC et Aïma FC a courbé les chines devant AS Tarkouné sur un score d'1-0. Alors, on va changer de discipline pour parler de la balle au panier. Candide dans le cadre de la préparation de la Youth Nation League, le basket 3 contre 3. La sélection béninoise de basket entre en regroupement, s'il faut dire les choses comme ça, dans les tout prochains jours. Bien sûr, les Guépailles Amazon U23 de la sélection nationale de basketball 3 contre 3 entament dès lundi prochain la préparation en vue de cette échéance continentale qui va se tenir du 2 au 8 juillet prochain à Mombasa au Kenya. Et pour la participation du Bénin, les préparatifs démarrent avec 20 athlètes sélectionnés, présélectionnés, dont 10 basketteurs et 10 basketteuses issus des différents clubs du championnat professionnel de basketball. Les différentes séances d'entraînement vont se dérouler sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Elles seront bien entendu sous la supervision de l'arbitre international Bello Yacide, du team manager Younes Akinocho et bien d'autres acteurs. La sélection nationale de basketball aura ainsi environ 2 semaines de préparation avant de rallier le Kenya pour la compétition. Allez, les athlètes de la Fédération béninoise du sport lutte contre a été entamé mercredi le camp de préparation pour les 2e champions d'Afrique de lutte de plage. Évidemment, ces championnats d'Afrique de lutte de plage qui vont se dérouler à Dakar au Sénégal du 21 au 23 juin prochain. Et pour la participation du Bénin, les lutteurs béninois ont entamé hier un stage bloqué d'1 semaine avant leur départ pour la compétition. Reportage. La première des choses, soit je quitte l'arène pour lui donner 1 point, soit pour ne pas lui donner 3 points, parce que quand tu es comme Jésus, tu es vulnérable. L'heure est au dernier réglage pour les lutteurs béninois en vue des 2e championnats d'Afrique de lutte de plage. Je peux me charger, m'amener directement sur le dos et avoir 3 points. Et le combat est fini. Donc, jamais le dos. Donc, automatiquement, je viens là. Qu'est-ce que je fais? Je viens là. C'est un stage bloqué d'1 semaine qui démarre ainsi pour Nicolas Capo et ses poulains, ici sur les installations de l'EPP Ménontin. 12 athlètes lutteurs présélectionnés dont 3 filles participent à cette phase active de la préparation de l'équipe nationale de lutte. Et celle-ci intervient quelques jours après le pré-camp organisé fin mai pour permettre aux différents lutteurs de se mettre en condition. Ici maintenant, c'est des petits combats, ce sont des randoris comme on le dit. Chacun a sa technique spéciale que nous appelons le spécial de chacun. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Avec ta technique spéciale, tu essaies de faire des petits combats, des petits jeux de combat qui vont nous permettre, là-bas ils auront 3 minutes de combat, non stop,
Mais dans 1 minute, s'ils peuvent déjà prendre les 3 points, les 1 point, juste terminer le combat avant 1 minute, ce serait bon. Ça se passe très bien. Nous sommes quand même bien équipés pour le moment pour pouvoir se mettre au point avec l'aide de notre coach. La rapidité, les techniques de défense adéquates et bien d'autres sont les principaux ateliers que met en avant le sélectionneur national au cours de ce stage bloqué. Il compte tout mettre en œuvre pour permettre à ses lutteurs d'aller plus loin dans la compétition. On ne sait pas le nombre de pays qui seront inscrits. C'est le nombre de pays qui fera le tirage. Et s'il faut 6 combats avant d'aller en finale, donc il faut vite finir réellement le combat et bien finir avant d'aller en finale. Le coach nous a apporté un de plus à ce que nous connaissons avant. Tout s'améliore du niveau technique, du nouveau positionnement, déplacement et autres. Donc je dirais merci au coach, puisque c'est grâce à lui qu'on a pu atteindre à ce niveau. Et nous, notre objectif, c'est de ramener, de revenir au pays avec des médailles. Et vu ce que nous sommes en train de faire, je suis très sûr que ça va porter. La préparation de l'équipe nationale de lutte prend fin le 19 juin prochain, veille du départ de la délégation béninoise pour la capitale sénégalaise, où ils seront en compétition avec bien d'autres nations. Au total, 6 lutteurs vont défendre les couleurs du Bénin à ce 2e championnat d'Afrique de lutte de plage à Dakar du 21 au 23 juin 2024. Allez, il faut dire que les membres de l'exécutif de la Fédération béninoise du sport lutte ont assigné au staff et aux lutteurs la mission de représenter vaillamment les couleurs nationales à cette échéance en revenant au pays avec des breloques. Quels sont les moyens mis à la disposition de l'équipe? Le secrétaire général adjoint nous répond. La sélection nationale du Bénin préparait depuis quelques semaines cette échéance, mais depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans une phase très active de cette préparation. Et vous le constatez, les lutteurs et lutteuses retenus proviennent des différents clubs affiliés à la Fédération béninoise de lutte. Certains sont venus de Kobli, d'autres de Djougou, certains de Parakou, d'autres de Malanville et voilà, certains de Cotonou. Vous savez, ce n'est pas facile de ramener des médailles, mais avec les efforts qui sont en train d'être fournis à la Fédération béninoise de lutte et le sérieux qui est mis dans les préparatifs des différentes compétitions, je pense que l'espoir est permis aux lutteurs. Le nécessaire est en train d'être donné par le sélectionneur que vous voyez derrière moi. Eux-mêmes sont conscients, nous leur avons dit que le nouveau ministre des Sports béninois, Marcel Dato, veut que le Bénin soit davantage révélé à travers le sport. Et nous, au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte, nous nous attelons à ça. Nous marchons dans les pas du ministre et nous espérons que la suite sera meilleure et que au soir de la compétition, le Bénin ne reviendra pas les bras ballants. Eh bien, l'objectif, il est clair et les moyens y sont mis pour quand même une bonne participation du Bénin à cette 2e championnat d'Afrique de lutte de plage. De toute façon, la préparation elle se poursuit jusqu'au 19 juin prochain. En champ de discipline, cette fois-ci en athlétisme, le Bénin se prépare également à prendre part à l'édition 2024 des championnats d'Afrique d'athlétisme au Cameroun dans les tout prochains jours. C'est la 23e édition du championnat africain d'athlétisme et elle se tiendra à Douala au Cameroun du 21 au 26 juin prochain, notamment au stade de la réunification. Les athlètes béninois seront en compétition avec les athlètes des 53 autres pays du continent pour un total de plus de 800 athlètes attendus et pour une participation effective du Bénin à ces échéances continentales. Bien entendu, les athlètes béninois sélectionnés ont débuté la préparation hier mercredi au stade général Mathieu Kékou de Cotonou. Ceux-ci qui étaient il y a quelques jours au Ghana pour les championnat ouest-africain d'athlétisme. En attendant de rallier Douala pour la compétition, la préparation se poursuit à Cotonou. Ils tiendront une nouvelle séance d'entraînement cet après-midi. Ça sera tout pour Sport Matin de ce jour.
Merci beaucoup, Candide Moueto, pour nous l'avoir présenté. On va se donner rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. Évidemment, et ça sera les affiches du week-end. Les affiches du week-end. Florence Bossa, bonjour. Bonjour, Ara, bonjour, chers amis téléspectateurs. On parle à Tu sur le net juste après ceci. Allez, on est avec Madame Pas de temps, celle qui consacre une bonne partie, je dirais, de sa disponibilité à fouiller sur les réseaux sociaux pour nous apporter ce qui agite la toile au cours de la semaine. Actu sur le net, comme je l'ai dit, c'est avec vous, Florence Bossa. Qu'est-ce qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux cette semaine? La prestation des guépards qui rend toute une nation fière, la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger qui continue son développement et la saison des examens de fin d'année. Ce sont là les sujets qui ont retenu l'attention des internautes cette semaine sur la toile. Et donc, voici leur réaction. Développement dans la crise Bénin-Niger, dont la situation des 5 Nigériens interpellés sur le site de Pipeline à Semekpodi sont entre autres les sujets les plus commentés courant cette semaine sur la toile. Dans un communiqué lu samedi dernier par le porte-parole du CNSP, au pouvoir à Niamey, les autorités nigériennes ont dénoncé l'interpellation de leurs concitoyens. Tiani accuse le président Talon de le pousser à la faute. Pendant qu'à Cotonou, la justice avance des motifs valables justifiant l'ouverture d'une enquête sur ces Nigériens qui traînaient sur le site pétrolier de Semekpodi sans décliner leur identité. Bon nombre d'internautes souhaitent que les parties prenantes trouvent un terrain d'entente. D'autres, par contre, félicitent le président de la République dans son courage, sa détermination et sa main tendue pour une sortie de crise. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou, déclare sur la page Facebook d'un journal en ligne, je cite, « Le Niger a besoin du Bénin. Nous voudrions seulement adresser le message de paix à nos frères du Niger. » D'autres Facebookers ont également opiné sur le sujet en ces termes. Le président Talon démontre une ouverture au dialogue et à la critique constructive. Le Bénin n'a jamais été aussi haut dans l'estime et le respect de ses voisins. Tout cela est à la faveur de Talon. L'actualité qui a fait bouger la toile cette semaine, c'est aussi l'élection des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature. Les professionnels des médias se sont rendus aux urnes le 9 juin dernier pour choisir leurs représentants. À l'issue des élections, Armand Oussou, sous réserve de confirmation de la Sénat, a été réélu dans la catégorie audiovisuelle. Pour le compte de la presse écrite, Basile Thibozo a reçu la confiance de ses pairs et Lionel Gbegonoundé tire son épingle du jeu chez les techniciens. La plupart des internautes espèrent que ces nouveaux membres élus seront à la hauteur des défis à relever au niveau de la corporation. Un autre sujet qui a retenu l'attention des internautes, c'est le démarrage depuis la semaine du 3 jusqu'au 10 juin des différents examens nationaux CEP et le BEPC session de juin 2024. Les internautes ont apprécié la nouvelle réforme au BEPC cette année et faire composer les candidats en PCT pour accroître plus d'emplois au niveau de la jeunesse. De même que les matières allemandes ou espagnoles sont rendues obligatoires pour tous les candidats. Une option des autorités diversement appréciée sur les réseaux. Toujours dans le cadre de ces examens, précisément au CEP, un candidat a malheureusement trouvé la mort suite à des malaises à Abomey. Cette nouvelle, qui a fait le tour de la toile telle une traînée de poudre, a provoqué émotion et tristesse au plan national, toute chose qui n'a pas empêché les uns et les autres à souhaiter un bon déroulement de l'examen aux candidats. Parmi eux, l'honorable Malik Gominan qui a posté sur sa page Facebook un message en point de soutien qui galvanise ces jeunes candidats. On peut lire dans ce message, alors que vous vous apprêtez à franchir cette étape importante qu'est l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, je tiens à vous adresser mes encouragements les plus sincères. Rappelez-vous que chaque question est une opportunité de montrer ce que vous avez appris et chaque réponse est un pas de plus vers votre réussite. Ne laissez pas le stress prendre le dessus. Vous avez travaillé dur et vous êtes prêts. Enfin, terminons par les guépards du Bénin qui ont enchaîné ces 2 derniers jours des victoires. D'abord, une victoire contre le Rwanda 1-0 et ensuite contre les Super Eagles du Nigeria 2-1. En 2 sorties avec ces performances, le Bénin totalise le même nombre de points que le Rwanda et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire 7. Une victoire historique selon la plupart des internautes qui se sont prononcés sur le sujet.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour une première fois, le Bénin gagne le Nigeria dans un match officiel. Ça devient très intéressant ce que fait le sélectionneur national Gernot Rohr. Force et bonne chance à nous pour la suite. Voilà les réactions des internautes sur ces sujets brûlants de l'actualité. Alors, on a souvent des images et des vidéos, n'est-ce pas, qui accompagnent ces réactions. Qu'en est-il? Exactement. Elles affluent sur la toile. Nous avons sélectionné quelques-unes qui abordent les sujets de société racontés en humour. Regardez. Ah, mon cher, la Tabaski a eu. Tu n'as pas peur? Moi, je suis stressé. Hein? Ne t'inquiète pas, mon ami. Cette année-là, nous sommes trop chers. Ils ne peuvent pas nous acheter. Après avoir annoncé qu'il mettait fin à sa carrière musicale, Dadju accompagné de Taïk est arrivé hier soir au Bénin pour le tournage du clip de leur chanson Contrat, au grand plaisir de leurs fans. Les deux superstars ont été accueillis par Lionel Talon. Ils ont également été aperçus aux côtés du président béninois Patrice Talon. Ces deux artistes sont une fierté pour l'Afrique. Tu mangeras le mouton de la Tabaski à la hauteur de ta gentillesse pendant la fête de Pâques. Ce qui veut dire que tu es méchant, tu ne manges pas. Au brigado, toi, tu mets dans viande. Bénin contre le Nigeria, là. C'est le Bénin qui a gagné. Quand je vous dis que le Bénin, ils sont forts dans sorcellerie, là, vous pensez que c'est amusement. On dirait que toi, Rach, là, tu veux pas vivre, hein? Moi, je vous aime, oh. Moi, je vous aime. Une population que mon Rach, j'aime là, c'est vous les Béninois. Je vous aime tellement. Vous êtes tellement aimables. Et puis, vous n'aimez pas faire du mal à vos prochains. Moi, je vous aime. Je vous aime dès... Terminons par cette triste nouvelle. Il s'agit du décès de Maman Blanche Odiwa Tunasi Kandolo, épouse du célèbre pasteur congolais Marcelo Tunasi. Un décès survenu ce mercredi 12 juin 2024 des suites d'une arrêt cardiaque. Les condoléances à sa famille biologique, à l'église et à l'homme de Dieu, son mari, sont visibles et sur les différents canaux digitaux comme Canal 3 Binan. Wahab, ce sera tout pour Atu sur le net pour le compte de cette semaine. Merci beaucoup Florence Bossa. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? On vous dit au revoir avec cette triste nouvelle, comme vous l'avez rappelé, hein, le décès tragique de l'épouse du pasteur Marcelo. Condoléances à son époux et condoléances également à sa famille biologique, de même qu'à l'équipe qui les accompagne pour le travail de Dieu. Allez, on parle d'un festival qui nous donne rendez-vous au Bénin ici, hein, du 22 au 31 août prochain. C'est bien entendu un festival issu du travail du réseau scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires. Actu Matin reçoit ce matin Madame Sarata Niafo, n'est-ce pas, qui est la secrétaire générale. Elle nous apporte tout ce qui est contour de ce festival. À tout de suite. Peuple daoulé, le programme l'indépendance daoulé. De génération en génération. Qualité Sobebra.
Alors, comme je l'ai annoncé, on va parler d'un festival, le festival du réseau scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Sa secrétaire générale est avec nous, Madame Sarata Diafo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. On est bien curieux de savoir qu'est-ce qui vous amène au Bénin à l'instant T, puisque le festival dont nous parlons va démarrer du 22 au 31 août prochain. Merci beaucoup. Nous avons des réunions périodiques au sein du réseau. Nous sommes un réseau ouest africain de la jeunesse estudiantine. D'accord. Donc, selon nos textes, nous avons des réunions périodiques. Et là, nous sommes ici pour la dernière réunion préparatoire de l'événement qui arrive en août. D'accord, donc vous vous apprêtez donc pour ce rendez-vous que nous nous donnons, n'est-ce pas, à partir du 22 août prochain, n'est-ce pas? On est curieux maintenant de savoir ce qu'on entend par RESCUAO. RESCUAO, c'est le réseau des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Un mouvement créé en 1987 à Zignari au Burkina Faso entre les jeunes épris de paix et de valeurs panafricaines. D'accord. Nous avons le FESCIAO qui est l'événement du réseau. Le réseau a d'abord des objectifs. Et ces deux objectifs principaux sont la promotion de la paix dans le monde entier, l'unité africaine. Et pour cela, nous passons par l'éducation, la science, la culture et la communication comme moyen d'action pour atteindre nos objectifs. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé, je dirais, la création de ce réseau? Vous êtes parti de quel constat exactement? Avant la création du réseau, nous avions une rencontre internationale de la jeunesse qui était nommée Camp Chantier international de reboisement et d'échange culturel. C'est à partir de là que les jeunes se sont assis pour se poser la question, et si on essayait de créer un événement plus grand que ça? À l'époque, c'était 3 pays. Et c'est d'où l'idée de créer un mouvement qui pourra réunir. C'était parti d'abord pour l'événement qui était le FESCIAO depuis 1987. Et c'est à partir de l'année 2017 qu'il y a eu transition pour arriver au réseau. Là maintenant, l'institution se distingue de l'événement. Sinon, au début, c'était le festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Et avec l'évolution du temps, nous sommes passés de l'activité au réseau. Et l'activité est devenue maintenant l'événement phare du réseau. D'accord. Alors, vous êtes malienne, vous êtes au Bénin, ce qui sous-entend qu'il y a une forme de brassage. C'est d'ailleurs pour ça que vous parlez de réseau. Vous parlez de réseau. Quels sont les autres pays qui sont membres de ce réseau? Les pays, nous avons le Bénin qui abrite déjà les sièges du réseau depuis sa création. Nous avons le Burkina Faso, d'où le réseau a été créé. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. Ce sont les 6 pays de l'Afrique de l'Ouest qui composent le réseau pour le moment. Alors, vous avez différentes activités. C'est quoi exactement? L'activité phare du réseau, d'abord, c'est le festival. Ensuite, nous avons initié la Semaine verte l'année dernière, qui a commencé déjà le 1er juin, qui est dédié à la journée de l'arbre. Et la première édition s'est tenue au Bénin ici. Et elle est devenue aujourd'hui aussi une activité du réseau de façon textuelle. Et nous avons des campagnes de sensibilisation, des formations, comme nous parlons de l'éducation. Mais quand même, l'événement phare du réseau, la raison même d'existence du réseau, en partie, c'est le festival. C'est le festival. Alors, quel contenu vous donnez à ce festival? On a entendu scientifique, on a entendu culturel. C'est quoi exactement le contenu? Le festival, c'est d'ailleurs la plus grande rencontre sous-régionale de la jeunesse ouest-africaine. Alors, durant 10 jours, les jeunes de l'Afrique de l'Ouest universitaires se retrouvent autour des événements, des activités scientifiques et culturelles. Les activités scientifiques, c'est des conférences, débats, dont les universitaires sont les acteurs principaux, des formations qui sont données par des experts, et ce sont des formations techniques pratiques. Nous avons aussi des présentations de spectacles à travers la culture des différents pays membres du réseau. Chaque pays vient avec une délégation pour présenter sa culture en danse traditionnelle, en théâtre et en danse moderne. D'accord.
Alors, en termes de participation, vous avez cité, vous êtes régulière dedans, à parler d'université. Donc, il ne s'agit pas forcément d'être, il ne s'agit pas seulement d'être jeune, il faut d'abord être universitaire. Et ma deuxième question combinée, c'est de savoir quelle tranche d'âge vous donnez à ces jeunes universitaires en question pour être membre du réseau. La condition phare, c'est d'être universitaire. Maintenant, puisque la réalité de l'Afrique nous enseigne, on peut être universitaire à 18 ans, comme on peut être universitaire à 28 ans. Dès que on a même des universitaires au-delà de 40 ans. Exactement, mais quand même, à 40 ans, c'est pas, ce n'est plus jeune selon vous. Ah, non. D'accord, allons-y. Voilà, donc c'est la tranche. D'accord. Alors votre réseau, n'est-ce pas, travaille pour, je dirais, la promotion de la paix et l'unité africaine. On sait que dans les pays de la sous-région, tout ne va pas très bien. On a l'actualité qui est celle du Bénin et du Niger. Que fait le réseau dans ce sens? Nous menons déjà des démarches parce que qui parle de paix parle forcément de l'absence de guerre, de conflit et tout ce qui est mécontentement. Alors, depuis le début des crises, nous menons des activités de médiation pour essayer de voir quel est vraiment notre apport pour que ça puisse changer, pour que la paix, la stabilité puisse revenir, pas qu'au Bénin et au Niger, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest et surtout en général dans toute l'Afrique. En tout cas, je profite pour lancer un appel, pas qu'aux autorités des deux pays, mais aux autorités de tout le continent. D'accord. Qu'ils nous accompagnent, pour qu'on puisse vraiment se réunir, parce que le Niger est un pays, un élément phare de notre événement, de notre réseau. Nous voulons avoir l'ensemble des pays membres du réseau. Ça fait déjà 21 ans que le Bénin n'avait pas organisé le festival. Et c'est une rencontre qui regroupe la jeunesse africaine dans le but de l'unité africaine. Et nous demandons vraiment aux autorités de nous accompagner pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse ensemble passer le message qu'il faut pour vraiment l'unité africaine. Alors vous avez précisé que la célébration de ce festival se fait de façon tournante. C'est le Bénin qui cette année abrite, je dirais, l'événement, le rendez-vous du 22 au 31 août prochain. Pourquoi avoir choisi le Bénin? Le choix n'est pas forcément spécial. D'accord. Puisque c'est de façon rotative, mais par élection. D'accord. Je venais de dire tout à l'heure, le Bénin, ça fait 21 ans que le Bénin n'avait pas abrité le festival. Donc, nous avons jugé nécessaire, sur demande du Bénin, de donner cette fois-ci l'événement au pays pour qu'on puisse, parce que nous parlons de paix, nous parlons de l'unité, donc on fait le tournoi entre les pays. Et en 21 ans, je pense que tous les pays ont déjà organisé l'activité en ces temps-là, à part le Bénin. Ce n'était pas une raison forcément pour donner l'événement, c'est le pays qui a demandé et nous avons jugé nécessaire de lui remettre ça parce que nous croyons à la capacité du pays à abriter l'événement. D'accord. Alors, quel message vous avez à l'endroit de ces autorités, les autorités du Bénin, de manière à ce que la célébration au Bénin ait une certaine particularité au-delà de ce qu'on a connu les années antérieures au niveau des autres pays? Déjà, je remercie les autorités qui ne ménagent aucun effort pour que l'événement puisse être une réussite. Mais je vais quand même demander et aux autorités étatiques et aux autorités universitaires en particulier de s'impliquer davantage pour que l'activité puisse vraiment être une très belle réussite. D'accord. Alors, votre mot de conclusion très rapidement. Je remercie déjà le plateau pour l'accueil, pour l'opportunité. Et encore, je demande l'implication vraiment de l'ensemble des Béninois et des Béninoises pour que l'événement puisse être une belle réussite. D'accord. Alors, quand vous avez quitté le Mali pour venir au Bénin, comment vous avez trouvé le Bénin? Déjà, ce n'est pas ma première fois. Moi, depuis 2019, je viens au Bénin. Et c'est l'un de mes pays favoris. D'accord. Ça, je le dis déjà partout. Si aujourd'hui,
en dehors de mon pays, on me laisse le choix d'aller vivre ailleurs, c'est au Bénin. Vous êtes bienvenue au Bénin. Merci beaucoup, Madame Sarata Niafo. Vous êtes malienne et vous êtes également la secrétaire générale du réseau scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez un rendez-vous, c'est ce festival qui va se tenir du 22 au 31 août au Bénin, n'est-ce pas? On vous remercie d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Vous restez un peu avec nous, n'est-ce pas? On observe une page publicitaire et on revient parler droit avec l'homme de droit maison. Pardon, William Clécan, bonjour. Bonjour, Wahab. Juste après une petite seconde, on vous retrouve. Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés. C'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin. Organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème Stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines. Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. Alors, William Clécan, bonjour. Bonjour, Wahab. Bonjour encore à tous. Alors, il y a de ces habitudes, peut-être qu'elles sont maladroites ou elles sont bonnes. On verra ça avec vous, puisqu'il n'est pas rare de voir des gens s'en prendre à des biens appartenant à leurs débiteurs lorsqu'ils n'honorent pas, je dirais, les engagements, parce qu'on aurait peut-être senti qu'il y a eu une volonté manifeste de ne pas rembourser la dette contractée. On va examiner ce type de comportement dans la rubrique Instant de droit ce jeudi. Alors, ma première question, William Clécan, c'est de savoir, est-ce que le créancier, n'est-ce pas, est-il en droit de saisir un bien de son débiteur? Oui, mais l'huissier. C'est ça. Oui, mais par voie d'huissier. C'est ça. Oui, mais par le biais de l'huissier. D'accord. Jamais par lui-même, parce que lui-même, pour rien au monde, pour aucune raison, ne peut se mettre devant la porte de son débiteur, devant le magasin de son débiteur, prendre un bien, un peu comme on le voit souvent. D'accord, on va faire court, William. Ça sous-entend que si vous, William, vous me devez, on s'est entendu au début et que tout allait bien. Maintenant, on se rend compte que bon, le délai pour rembourser passe et que je sens que vous me contournez, vous êtes en train, en tout cas, de me tourner en rond, comme on dit. Moi, Wahab, je n'ai pas le droit en personne de venir dire, bon, je saisis tel bien pour vous obliger, pour vous contraindre à rembourser. Si je dois le faire, il me faut passer par voie d'huissier. Même si c'est mon téléphone portable que vous avez devant vous à la rédaction sur la table. Vous ne pouvez pas le saisir au nom de cette dette ou au nom de ma mauvaise foi à payer ou au nom d'un délai que je proroge indéfiniment. Si vous avez envie de prendre un bien qu'entre-temps, on n'avait pas mis en garantie, parce que ça aussi, c'est un autre aspect du prêt. C'est, je suppose, j'ai dit, Wahab, j'ai besoin de 50 000 francs pour régler un problème, je vous le rends le lendemain, Wahab me remet les 50 000 francs et que 3 mois après, ce n'est toujours pas le lendemain chez moi avec mon échéance donnée. Pour rien au monde, Wahab ne doit prendre mon téléphone ou quelque bien que ce soit par lui, même sinon on va parler d'une voie de fait. En droit, en fait, c'est une atteinte à la propriété privée de quelqu'un. Et ça vous rend fautif presque au même titre que votre débiteur qui lui non plus n'a remboursé à temps votre droit. Et pour ça, vous qui êtes créancier, êtes en droit de demander votre créance à quelqu'un, vous-même encore, pour cette voie de fait,
pour avoir agi de la sorte, avoir saisi sans en avoir la qualité, vous pouvez être présenté devant le procureur de la République. Ça fait un délit, c'est ça. Justement, vous pouvez être présenté par... c'est une infraction. Une infraction, oui. je l'ai dit. Et vous pouvez être présenté au procureur de la République ou même au juge civil qui va vous condamner à des frais que vous allez payer. Donc, pour ça, il faut faire attention. On a posé la question à une professionnelle de justice. On a pris le cas d'une dame, d'une tierce dame, Maman Kemi, une vendeuse du quartier qui, devant, je vais dire, la non-solvabilité d'un de ses débiteurs, va dans sa maison, prend son téléviseur, prend des téléphones portables à l'entrée, et maître Amandine Goudé-Djessin, l'avocate au barreau du Bénin, nous dit que Maman Kemi n'a pas le droit de saisir par elle-même. On va écouter un extrait des propos de l'avocate. Il y a une erreur que les gens commettent quand ils font des prêts aux gens, c'est qu'ils ne prennent pas de garantie, ils ne se font pas délivrer des documents, des reconnaissances de dette, parce que la plupart du temps, c'est verbal. Passe-moi 500 000, on lui remet sans trace, et après, ce dernier se refuse de payer le montant. Elle a s'adressé à un huissier de justice qui a le pouvoir maintenant de saisir le président du tribunal pour obtenir une ordonnance aux fins de saisie conservatoire, qui est une mesure conservatoire comme ça s'entend, pour pouvoir mettre sous scellé, en tout cas sous main de justice, ces biens-là. Ensuite, elle va assigner, c'est le même huissier du moins qui continue la procédure, qui va assigner ce dernier en paiement du montant dû à Maman Kemi. Et quand une décision sera rendue en la faveur de Maman Kemi, cet huissier va convertir, après avoir obtenu le titre à l'issue de la décision, convertir la saisie conservatoire en saisie-vente et soumettre ça à un commissaire-priseur. C'est une procédure assez longue, si je peux me permettre, mais qui revient plus coûteuse. Voilà. C'est plus onéreux et c'est une procédure de justice. Et ça, on va comprendre que c'est le cas des grandes créances avec la prochaine question. D'accord. Alors, dans le cas que vous évoquez, William Cléquant, le montant pas très important, la procédure judiciaire risque d'en demander plus, n'est-ce pas? Y a-t-il pas une autre issue pour ces créanciers? Justement, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je prenais un exemple banal de 50 000 francs que je vous prends, que je promets de rembourser le lendemain et que je ne paie pas sur 3 mois. Quand vous faites cette procédure que maître Amandine Goudé-Djessin vient d'expliciter, en fait, vous dépensez, je ne sais pas combien de fois plus que 50 000 francs. Et pour ça, le législateur béninois a réfléchi sur ces cas qui sont courants. Hein. Vous voyez des gens prendre une convocation à la police pour une dette impayée depuis des années, des questions très relatives à cela. Le législateur béninois a pensé à un dispositif. Il s'agit de la chambre de petites créances dans les tribunaux. Et vous découvrirez tout à l'heure à quel seuil, jusqu'à quel montant on parle de petites créances. Et pour ça, on vous épargne la question d'huissier de justice. Dans le cas de Maman Kemi et de son voisin que nous avons évoqué avec maître Goudé-Djessin, il s'agit d'une somme de 150 000 francs, non remboursée sur 6 mois. Maître Goudé-Djessin dit que pour ce genre de prêt, pour ce genre de montant, le créancier a la chance d'y aller un peu plus vite à travers une requête à la chambre de petites créances du tribunal compétent, territorialement compétent dans son lieu de résidence. On va écouter maître Goudé-Djessin. Créer au sein de chaque tribunal les chambres de petites créances, qu'on appelle petites créances, dont le seuil ne dépasse pas 5 millions. Donc en dessous de 5 millions, elle peut saisir directement cette chambre de petites créances-là. Et c'est une somme de requête, hein. Il n'y a pas beaucoup de frais à payer. Donc, elle n'a pas besoin d'aller voir un huissier de justice, pas besoin de voir un commissaire-priseur, mais elle saisit le président par cette procédure-là et elle joint à sa procédure toutes les pièces. Justement, si elle avait une reconnaissance de dette, elle joint cette reconnaissance de dette-là. Et si, pas extraordinaire, elle subit un dommage, elle peut réclamer un dommage-intérêt, mais elle ne doit pas dépasser le seuil de 5 millions. Cette procédure est peu coûteuse, n'a pas besoin d'un huissier de justice avant d'être initié. Moi, je demande toujours aux gens, il faut toujours prendre des garanties. Les garanties, c'est quoi? Comme je l'ai dit au départ, une reconnaissance de dette. C'est important.
la personne qui vous doit de l'argent, il faut qu'il vous fasse un document et qu'il puisse dire, je mets en garantie telle chose. C'est vrai que les formes de garantie, il y a des garanties qu'on peut faire soi-même, mais il y a des garanties qui doivent faire devant notaire obligatoirement. Mais ici, on parle de 150 000 francs. Vous voyez, on peut mettre peut-être une télé en garantie et stipuler dans la reconnaissance qu'à l'issue de tel délai, si je ne paye pas, elle peut devenir propriétaire de ce bien-là. C'est possible de le faire, mais on n'a pas souvent ces réflexes-là. Donc, Wahab, voilà qui est clair. Si je viens vous demander 50 000 francs, il faut exiger une garantie, quelle qu'elle soit. Sinon une reconnaissance de dette. Sinon, après, vous ne serez pas en droit de saisir quoi que ce soit. D'accord. Alors, cette garantie, très rapidement, William Kilkan, si par exemple vous prenez 50 000 francs chez moi, vous vous engagez à rembourser et que au-delà de la reconnaissance de dette, peut-être la garantie que vous mettez, c'est votre téléphone portable. Est-ce que dans ce cas de figure, j'ai le droit, n'est-ce pas, une fois que vous n'honorez pas vos engagements, d'aller retirer ou en tout cas d'aller chercher, de saisir, tenter de saisir le téléphone portable? La garantie, c'est que vous l'avez. Vous l'avez tacitement. Donc, tant que vous avez l'échéance passe et que je vous rappelle, que vous me rappelez à l'ordre 1, 2 fois et que je ne le fais pas, là aussi, je retourne devant l'huissier de justice pour dire, bon, en fait, on s'était entendu. Donc, c'est à l'huissier de venir retirer ce qui était. Et même lui, il ne met pas en vente. Lui, il fait sa procédure jusqu'au commissaire-priseur qui liquide la garantie. Parce que dans une république, chacun doit faire les choses dans la proportion de ses qualités. Justement. Donc, vous-même, malgré la garantie, vous n'avez pas à vendre le bien ou le saisir par vous-même de votre... Message bien reçu. On espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que nos téléspectateurs ont pris bonne note de ce détail, puisque dans nos habitudes, quand il y a dette et que, je dirais, le débiteur se déclare insolvable, on essaie d'utiliser les muscles pour pouvoir régler. Avec beaucoup d'injures. Voilà, avec beaucoup d'injures. Ça manque pas. Et puis, bien, on a compris la leçon. Vous restez avec nous. Voici nos élaborations de ce jeudi. De génération en génération. Qualité Sobebra. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. De génération en
en génération. Qualité Sobebra. Allez, on va élaborer ce matin sur un certain nombre de détails. Vous savez, nous sommes en saison pluvieuse et chaque région du pays fait face à cette réalité. Ce matin, on se penche sur le cas de la commune d'Abomey-Calavi, n'est-ce pas, Abomey-Calavi, où au-delà de cette pression de Dame Nature, il y a également les réalités liées à l'éclairage public. Ce n'est pas de nature, il faut le reconnaître, ce n'est pas de nature à faciliter la traversée de cette route inter-État aux usagers de la route. On dira donc deux mots sur cette actualité et plus loin, on parlera de cette, en tout cas du style de gestion des ressources humaines et financières au niveau du parti Union Progressiste Le Renouveau. C'est dans la 15e circonscription électorale en référence à ce coup de gueule, s'il faut dire les choses ainsi. En tout cas, à cette façon de fustiger les choses de Delonis Koglebi. C'est le député tête de liste dans la 15e circonscription électorale. Pour le compte des élections de 2023, il n'est visiblement pas content. Il estime en tout cas que les ressources mises à disposition pour la campagne ne sont pas arrivées à bon port. On va consulter un peu, je dirais, sa page Facebook et on fera un commentaire également sur ce plateau. Franck Arvounou, bonjour. Bonjour, Wahaba. Hilary Gaba. Bonjour, William Kilkan, bonjour à vous. Eric Guédénon, bonjour. Bonjour. Allez, nous sommes en saison pluvieuse. Comment vous-même vous gérez les choses à la maison et surtout comment faire la traversée pour venir au boulot, Franck Arvounou? Pour le compte de cette saison pluvieuse, j'ai déjà consulté le mécanicien il y a plusieurs fois. Ah oui, ça manque pas. Hein. Oui, pour les rotules, en tout cas les accessoires des roues là-bas. Oui. Les raccordements surtout. Les raccordements, tout ce qui est soutien aux pneus et tout ça, on ne manque pas d'aller chez le mécanicien. C'est pour dire que la pluie a déjà commencé par créer des frais supplémentaires, pas déroder les rues, et c'est souvent des dépenses imprévues parce que vous avez une bonne un orchestre qui fait son one-man show en bas, oui. Vous entendez tous les bruits dans les roues, c'est pas agréable à écouter. Donc on va régulièrement chez le mécanicien parce que les rues sont dégradées. Il y a aussi que pendant cette période de pluie, la circulation n'est pas aisée. Et tout le monde est pressé d'aller se trouver un abri, c'est bien que motocyclistes et automobilistes se disputent la voie, et parfois quand vous ne faites pas très attention, bonjour les dégâts. Oui, il faut parler de façon générale, hein, surtout avec la réfection des voies par endroits. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas fameux, comme on dit. Oui, Eric Guédénon, comment vous vivez ça? Vous savez, pour qui est à Cotonou, c'est peut-être déjà une habitude. Nous connaissons un peu les caprices du temps avec la saison pluvieuse. Donc quand la période arrive, on sait que d'une manière ou d'une autre, les rues sont un peu inondées. Alors moi, je le vis avec un peu plus de soulagement que les années antérieures parce que j'habite une zone qui a bénéficié du projet asphaltage, ce qui fait que cette année, mieux que les années... VIP. Donc voilà, je suis passé du statut de quartier... Donc on a humanisé votre... Je suis passé de quartier que je ne voudrais pas nommer à quartier VIP. Donc aujourd'hui, sorti... même quand il pleut, c'est avec beaucoup de souris qu'on a accès à la voie, à la route. Et donc c'est agréable. Voilà. Je prie pour que William aussi puisse connaître ça. Pareil pour les choses. William, l'homme de rêve, moi je suis dans le quartier Lumière. Donc voilà, donc moi je le vis avec un peu plus de soulagement. Les rues sont éclairées, bien pavées, bien tracées, bien aménagées jusqu'à la devanture d'ailleurs. Donc voilà quoi. D'accord, on revient. C'est pas fameux partout, hein. C'est pas fameux. Maintenant quand vous circulez à Cotonou, vous voyez également des zones où il y a de l'eau, où c'est difficile pour les écoliers, les élèves, les parents, n'est-ce pas, de pouvoir circuler.
Mais toujours est-il que je pense que le visage que Cotonou offre aujourd'hui en matière d'inondation est bien meilleur que ce que nous avions connu les années antérieures. D'accord, on revient sur le cas d'Abomey-Calavi. Pensez-vous que la commune d'Abomey-Calavi est épargnée? Des pluies, non. En tout cas, des effets, les inondations. Pour un habitant d'Abomey-Calavi que je suis, je dirais de go, non. Vous savez, il y a une forte démographie à Abomey-Calavi de plus en plus. Abomey-Calavi, depuis quelques années, a atteint le seuil du 1 million d'habitants. C'est une... j'ai un jour dit que c'est une mégalopole et quelqu'un s'en est pris à moi. Ce n'est pas encore Pékin, ce n'est pas encore Tokyo, certes, mais Abomey-Calavi, cité dortoir, réputée comme telle, est aujourd'hui débordée dans certains de ses quartiers. Je pense à Godomain et certains autres quartiers. Ensuite, fortement rempli et débordé par endroits aussi dans certains autres quartiers de l'arrondissement central et un peu au-delà, avec une forte installation des populations dans d'autres arrondissements. Ce qui crée notamment déjà à l'entrée d'Abomey-Calavi, Godomain, Calavi centrale et une bonne partie dans certaines rues, le mardi, les eaux boueuses et pâteuses pendant la saison pluvieuse. Ça a commencé déjà, ne serait-ce qu'aux alentours de l'université. Ça a commencé à Tampé, Djadjo, quand vous faites le tour, un peu plus loin. Donc, ça a commencé déjà, donc épargné, non. C'est l'autre Cotonou dans certains de ces arrondissements et quartiers. C'est l'autre Cotonou. Pensez-vous que la commune d'Abomey-Calavi est épargnée avec cette pression, je dirais, de Dame Nature sur l'ensemble du pays? Du tout pas, bien au contraire. Vous savez, quand vous observez déjà le flux de la circulation à l'entrée, c'est-à-dire le matin très tôt et au retour, vous devez déjà comprendre à peu près le nombre de personnes. Ça vous donne une image du nombre de personnes qui résident dans cette... Et qui fait dire de la commune d'Abomey-Calavi que c'est une cité d'emploi. Vous savez... Aujourd'hui, en fait, ce qui est cher, l'une des choses qui sont chères aux Béninois, ce sont le pain de terre. Et de plus en plus, les acquéreurs de parcelles prennent d'assaut cette commune pour pouvoir être plus proche de Cotonou, bon, la ville dans laquelle, pour la plupart, ils travaillent. Donc, ça fait que dans la zone, les maisons sont érigées de toutes parts et la canalisation n'est pas toujours suivie. Et le respect de la canalisation n'est pas adaptée au positionnement des maisons. Et comme il n'y a pas encore un grand travail qui est fait, très souvent, on voit des rues qui sont bien inondées et parfois c'est de gros trous dans lesquels vous tombez, vos motos s'éteignent ou les voitures s'éteignent et bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça donne à manger aux mécaniciens. C'est la bonne période d'affaires pour les mécaniciens qui en raffolent justement. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de reconnaître que il y a un travail qui se fait dans plusieurs communes du Bénin. Et par rapport à Abomey-Calavi, c'est vrai que c'est maintenant que certaines zones, en fait, le projet asphaltage veut vraiment impacter cette commune-là. Donc, on a vu par le passé des quartiers de Cotonou comme Agla, des quartiers comme Saint-Rita et consorts, où autrefois, quand la pluie vient, c'est que tous les cheveux sont dressés sur la tête, on a peur. Aujourd'hui, dans ces quartiers, certains circulent. Le quartier qui m'épate le plus, c'est Agla à Colomé. Il y a quelques mois, il y a quelques années, pour passer dans cette rue, c'est que pratiquement, tu croises les doigts. Tu croises les doigts pour passer. Mais aujourd'hui, ça circule et parfois on oublie même les calvaires qu'on vivait. Je souhaite vivement que Calavi connaisse aussi ce développement-là, de sorte à ce que celui qui sort de sa maison, avant d'atteindre la route inter-État numéro 1 qui va jusqu'à Balanville, que cette personne-là se dise, oui, je passe sur des voies sécurisées. Je passe sur des voies où ma moto n'aura pas à m'amener chez le mécanicien. Je passe sur des voies... Alors que c'est la prière du mécanicien. Alors, est-ce que vous notez qu'il y a cette prière-là? C'est vrai que le mécanicien va manger, mais nous ne voulons pas cette prière-là. Est-ce que vous notez, un peu comme moi, qu'il y a de ces zones où vraiment l'eau stagne, quelle que soit la période? C'est-à-dire que même si la saison pluvieuse termine, il y a toujours, n'est-ce pas, de ces dépotoirs d'eau, en tout cas de ces réceptacles d'eau jusqu'à la nouvelle saison. Oui, en fonction du relief et en fonction également du positionnement de certaines zones. Il y a ces zones-là qui ne sont pas
qui sont toujours dans l'eau, quelle que soit la période. C'est vrai que ça diminue en fonction, enfin, que l'on soit en période de sécheresse ou en période en saison pluvieuse, ça diminue un tout petit peu. Oui. Ça, je pense que c'est dû un peu, je vais parler de morphologie, de comment, où se retrouve cette zone-là. C'est peut-être dans une pente où l'eau qui coule vient stagner à ce niveau-là. Et il est difficile parfois, même avec les maigres moyens, de pouvoir résoudre ça. Il faut de grands travaux, de très grands travaux pour le faire. Et très souvent, les politiques publiques, qu'est-ce qu'ils font? C'est que il faut que la zone soit véritablement prise en compte. Il ne faudrait pas que ce soit à cause de cette situation seulement que l'on investisse des milliards. C'est peut-être pour construire un port, c'est peut-être pour aménager toute la zone, pour permettre aux populations d'être plus à l'aise. Donc, dans la recherche de ces solutions, dans le choix à opérer, ça traîne dans le temps. Je pense que c'est un peu difficile à vivre pour les riverains de ces zones-là. Mais il y a ces zones dont vous parlez. Et très souvent, et pour ces zones d'ordinaire, les populations interpellent, je dirais, les élus locaux et autres. Vous pensez qu'ils ne peuvent rien? Ils ne peuvent rien. Non, mais déjà, nous les voyons au quotidien, eux-mêmes trouvent des solutions. Vous les voyez s'organiser dans le quartier, à ramasser des sables, des gravillons, à mettre dans ces endroits. Je pense que c'est des endroits que nous connaissons qui sont identifiés comme des zones naturelles de l'eau, où malgré l'action humaine de pouvoir délocaliser, n'est-ce pas, l'eau sur ces routes, eh bien, l'eau est toujours là. Je pense qu'il faut comprendre la chose de cette façon. Il y a aussi que l'homme doit respecter la place de l'eau. Enfin, c'est aussi un élément de la nature qui doit pouvoir se trouver sa place. Et donc, il faut reconnaître que cet endroit, malgré la volonté des gens de pouvoir remblayer, de mettre du sable et puis tout, l'eau est toujours là. C'est que c'est un endroit naturel où l'eau devrait véritablement se retrouver. Je pense aussi qu'en matière des questions d'inondation, quand nous prenons la commune d'Abomey-Calavi, qui est d'abord très vaste, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a tellement beaucoup à faire que malgré les efforts du gouvernement d'y mettre des voies asphaltées, ça reste encore un peu insignifiant. C'est-à-dire, quand vous voyez la quantité d'infrastructures, le nombre d'infrastructures qu'il faut véritablement réaliser pour soulager la démographie, pour soulager vraiment la paix des populations, et vous comparez les actions qui sont menées par le gouvernement au niveau de cette commune, ça n'a pas encore le poids. C'est vrai qu'il y a des efforts, nous voyons les grandes voies qui sont en train d'être réalisées dans cette commune, la deuxième phase du projet asphaltage qui est lancé, mais c'est tellement vaste, tellement, la dernière fois j'ai visité un autre arrondissement, Tanron, qui est encore un autre arrondissement d'Abomey-Calavi sur les 9, très vaste aussi. Donc il y a tellement d'espace où le besoin en matière d'infrastructures, surtout routières, est très élevé. Alors William Clécan, on note aussi dans le comportement, je dirais, des habitants, ce geste qui consiste à jeter les ordures ménagères, n'est-ce pas, en tout cas dans les vents. Une fois qu'il y a de flaques d'eau, ils estiment que la solution, c'est de jeter les ordures ménagères pour combler le vide ou remplir ce gros truc. Comment vous voyez ça? Bonjour à nos amis de Vossa, un coucou à eux. En fait, vous savez, ça c'est un acte d'incivisme qu'on a déploré longtemps. Mais j'aimerais rapidement revenir sur ce que je disais. Vous savez, nous ne demandons pas au pouvoir public d'aller régler les problèmes de Boisdier, par exemple, dans Zinvier tout de suite. Ils sont tout le temps dans l'eau, on le reconnaît. Mais la démographie là-bas, pas pour stigmatiser les populations de Boisdier, mais la démographie là-bas n'est pas ce qu'elle est peut-être autour de Tokan ici ou de Weto, avec un monde fou, avec un monde fou déjà, mais des gens qui sont dans l'eau, à la petite goutte de pluie qui tombe sur Abomey-Calavi. C'est pour dire en fait que tant que la démographie accélère, il faut que les investissements publics, l'action publique aille au même rythme que le niveau d'occupation des populations, le niveau de viabilisation. Que l'État viabilise les endroits occupés par les populations et fortement occupés par les populations, sans oublier les périphéries et même les milieux ruraux, parce que nous parlons là des grandes villes. Maintenant, en ce qui concerne l'incivisme des populations, c'est une grosse
grosse ignorance que de penser que les déchets ménagers, les ordures peuvent servir à remblayer. Ce n'est pas une matière qui est de nature à faciliter. Oui, de façon superficielle, on pense qu'on a réglé le problème de l'eau, mais après, quand il doit avoir des infrastructures, on est obligé de démolir tout ça. On est obligé, quand on doit construire des maisons dans ces marécages, on est obligé de tout enlever. Cette responsabilité, elle est partagée. Celle des populations qui ont vu des zones humides, des marécages, des presqu'îles, permettez mon exagération, et qui se sont permis d'aller investir leur argent pour l'acheter ou pour l'avoir occupé anarchiquement. La faute aussi à l'État qui, à un moment donné, a donné le droit d'y être, de s'installer, il y a manqué de la rigueur. Et pour ça, que l'État pense, pour avoir fait des concessions, pour s'être résigné à un moment donné, l'État doit se mettre également le feu aux fesses, se donner le rythme qu'il faut pour viabiliser, pour éviter les maladies. Est-ce que vous comprenez, je dirais, la plainte ou, je dirais, les cris de cœur des populations, par exemple celles qui doivent emprunter le carrefour Tokan, j'espère que vous connaissez ce point, le carrefour Tokan qui évolue vers Wetor, parce que c'est une terre rouge qui se trouve à ce niveau, pour évoluer également vers Maria Gleta. Il y a le coup de gueule aussi et les plaintes des populations du carrefour Aïtchédi pour évoluer vers le carrefour Séminaire. Après Séminaire, vous évoluez vers, je dirais, le coin de Parana et autres. Ce sont des zones où la traversée est vraiment difficile. Il n'y a pas que ça, il faut le dire, mais c'est un exemple tant d'autres. Vous voyez de la légitimité dans leur cri de cœur. Mais c'est normal, l'État garantit la sécurité de tous. C'est normal que la population demande à l'État d'intervenir, de venir à leur secours pour pouvoir accompagner. C'est vrai que tout de suite, quand une situation survient, tout le monde pense à l'État. C'est vrai qu'il faut aussi reconnaître une chose, l'État ne peut pas tout faire. Et dans certaines localités, vous allez voir, il y a des associations de développement de la localité où des gens s'associent pour, d'une certaine manière, accompagner le développement. Il y a aussi les communes qui sont là, parce que quand on parle de l'État, tout le monde voit le chef de l'État, le gouvernement, le ministre des travaux publics, des transports, mais en même temps, il faut reconnaître que le pouvoir est décentralisé, le pouvoir est déconcentré. Donc, autant le pouvoir faire son travail, autant l'administration décentralisée doit pouvoir aussi accompagner. Donc, une grande responsabilité incombe aussi aux mairies qui doivent les accompagner. Et quand je parle des mairies, je ne reste pas seulement à la fêtière des mairies, je descends jusqu'au niveau des arrondissements et encore plus au niveau des quartiers. Les chefs quartiers, c'est vrai, ils vont dire qu'ils n'ont pas assez de moyens, mais c'est à eux d'organiser aussi les populations, les riverains, afin qu'ensemble, qu'il y ait des œuvres, je ne dirais pas sociales, mais une synergie d'action. Vous allez voir, il y a ce qui se passe souvent dans les quartiers, c'est cet individualisme-là qui tue les quartiers. Vous allez remarquer que sur une rue où il y a de l'eau, au lieu que ceux-là qui veulent accompagner le développement se mettent ensemble pour faire le travail, un propriétaire terrien se lève, il met du sable ou des gravillons devant sa maison, il crée maintenant des fentes à gauche et à droite, ce qui fait qu'on verse le sable, mais on juste au niveau de sa maison, ou juste au niveau de sa voiture. On n'étale même pas. On n'étale même pas parfois. Et même quand on étale, on crée juste une bosse là, d'abord bloquant le circuit de l'eau, la circulation de l'eau, et deuxième chose, renvoyant l'eau dans la maison des autres, des voisins. Le voisin aussi va prendre du sable, des graviers, et chacun déplace le problème. Et c'est véritablement cet individualisme-là qui joue contre les populations. Quand il y a, c'est pour cela que j'ai commencé mon intervention par l'association de développement. Quand il y a l'association de développement, et que le chef de quartier, par exemple, est impliqué, il arrive à organiser les acquéreurs de parcelles de sa localité, ensemble, ils définissent avec des sachants. Parce que il faut des spécialistes du domaine pour dire, attention, ici, c'est le circuit de l'eau. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas vous installer. Non, il y en a qui sont sous. Il y en a qui sont sous mais quand l'autorité locale s'implique, ça donne un avantage. Et quand ils le font, vous allez voir que
ils s'implantent très bien, mais on laisse le circuit de l'eau. On ne déloge pas. On lui trouve le alors, circuit. Franck Arounou, quand il y a, je dirais, le défaut d'éclairage qui est perceptible dans la commune d'Abomey-Calavi, est-ce que vous ne voyez pas que c'est de nature à compliquer les choses pour les usagers, surtout la nuit? Vous n'avez pas, je dirais, l'éclairage public qu'il faut. Il y a que vous êtes en saison pluvieuse. Je dirais la visibilité, ça pose problème, non, en circulation? La vie est pénible. La circulation, elle est très difficile lorsque vous empruntez l'axe. Pardon, dès que vous quittez l'échangeur pour arpenter la commune d'Abomey-Calavi, pour aller vers Kassato. Là-bas encore, il y a quelques lampadaires qui existent. En tout cas, ce sont des lampadaires édentés, s'il faut dire les choses, c'est-à-dire ou à moitié existants. Moi, je pense que on joue un peu. C'est grave parce que il suffit d'une petite dose de fatigue et sur la voie, je vous dis que vous êtes dans le décor parce que c'est compliqué. Par exemple, devant le campus d'Abomey-Calavi, lorsque vous arrivez là, vous ne faites pas très attention. D'accord. Un peu comme nous le montre William de l'autre côté, un travail de Ulrich Gaba, n'est-ce pas? Ce sont les images. Il y a les phares même des véhicules qu'on arrive à... Et là encore, il faut préciser, nous ne sommes pas en saison pluvieuse en ce moment. Vous voyez, et donc, il faut contrôler les usagers de la route qui sont indélicats. Il faut essayer d'ouvrir très bien les yeux. Vous savez qu'il y a des citoyens qui ont des problèmes d'yeux malgré les verres qu'ils mettent. C'est pas facile de pouvoir bien voir quelques mètres donc c'est compliqué sur cette voie-là. Moi, je me suis intéressé un peu à ce sujet. J'ai plusieurs fois échangé avec les autorités d'Abomey-Calavi et qui disent que bon, il y a que l'État a une part dedans, qui doit faire les commandes des lampadaires, que les commandes sont déjà lancées, le matériel devrait venir pour qu'on puisse remplacer les lumières qui sont gâtées. Mais là, moi je voudrais mettre un gros point sur le comportement des populations. Lorsque vous observez les lampadaires, c'est suite à une action humaine que ces lampadaires-là se retrouvent. La plupart, disons 80% des lampadaires, ce ne sont pas des lampadaires qui sont grillés d'eux-mêmes. Ce sont des véhicules qui ont heurté les lampadaires. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, moi j'étais présent au Carrefour Ita quand un camion a heurté encore un lampadaire. Ça devient, je dirais, des forces d'amortissement pour ces camions dès qu'ils perdent l'équilibre en même temps. L'État ne peut pas investir autant de moyens pour que des quidam du jour au lendemain viennent tout détruire. D'accord. Alors, il n'y a pas qu'à Abomey-Calavi. Vous allez à Lokossa, vous allez à Parako. Un peu partout, vous allez pleurer comme ça. Sur la voie qui quitte, on appelle ça la voie de la forêt. Et c'était très beau quand les Chinois ont terminé les travaux. Mais aujourd'hui, toutes les batteries surtout. Ils sont partis avec les lampes. On se souvient de ce reportage de Narcisse Alossé en ce temps. Le lampadaire dans sa maison, dans sa chambre. Vous voyez le lampadaire qui doit servir à tout le monde. On le retrouve dans le salon. Dans le salon de quelqu'un, ça pose problème. Alors Eric Guédénon, quand on essaie, je dirais, d'accuser ou de faire un procès aux élus locaux, les mairies, les chefs d'arrondissement, pourquoi pas les chefs quartiers et autres, c'est que leur réaction, c'est l'action humaine, comme le soulignait tout à l'heure Franck Arounou, c'est à l'issue des accidents, n'est-ce pas, que ces lampadaires prennent un coup. Alors, est-ce qu'il faut rester, je dirais, les bras croisés pour être à tout moment en train de, en tout cas, chercher à savoir qui est à la base sans trouver une solution? Parce que le cas d'Abomey-Calavi, il faut le reconnaître, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, mais après, est-ce qu'ils ont vraiment la compétence en matière de solutions? Moi, je pense que l'éclairage public, c'est l'État qui en a le monopole, voyez-vous. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette inertie pour que les choses durent? C'est peut-être vraiment de remonter les informations, n'est-ce pas, au niveau central pour que l'action publique soit véritablement menée afin que solution soit véritablement trouvée. Je pense que pour ces questions d'infrastructures routières au niveau de nos quartiers, au niveau de nos communes,
les élus locaux, les conseillers, les chefs d'arrondissement, les maires véritablement, n'ont véritablement pas le poids, n'est-ce pas, en termes d'action pour pouvoir apporter véritablement des solutions. Pareil également pour l'éclairage public. Sur la question des plaintes des populations, je voudrais m'accueillir là-dessus. Écoutez, elles sont justifiées parce que nous gouvernons justement pour apporter des solutions aux habitants, à nos populations. Surtout maintenant qu'il est aisé peut-être pour une maire de quitter les zones que vous avez citées tout à l'heure et de venir rendre visite peut-être à un proche à Cotonou, de voir ce qu'Akpakpa est devenu, Akpakpa Centre est devenu avec asphaltage, de voir ce que Elvive est devenu avec asphaltage. Mais vous posez la question à la dame, comme on dit. La dame vous dira, j'ai envie que Patrice Talon amène chez moi, dans mon quartier, ce qu'il a fait à Akpakpa, ce qu'il a fait à Elvive, un peu sinon, on se demande quel crime parce que, pour ne pas justement, parce que nous sommes tous des citoyens de ce pays et nous avons envie que notre environnement change de visage. Nous avons envie, quand nous quittons véritablement nos maisons, que nous puissions emprunter librement Alors, William Kélécan, des fois d'éclairage, saison pluvieuse, ce n'est pas facile pour les habitants, les gens à Abomey-Calavi. Pour le cas d'Abomey-Calavi, je pense que la voie principale, tout au moins ça, je pense que ça doit être... Oui, il faut vraiment que cela préoccupe les autorités. Tout au moins ça, parce que quand vous quittez Cotonou avec la route principale en rentrant sur Abomey-Calavi, il n'y a pas du tout de lumière, c'est pas bien pour les usagers. D'accord. Mettez-vous au carrefour Bénin Marché. Sortez légèrement de Cotonou en commençant par franchir l'échangeur. Le Godomain, vous ne verrez plus de lumière. Et vous ne savez pas combien de plaques bleues, combien de cadres et combien d'autorités de ce pays vont passer la nuit à Abomey-Calavi. Et Dieu seul sait. Ça devient difficile. Les images disent tout. Je parie que c'est un des carrefours d'Abomey-Calavi que Ulrich nous a pris ces images avec Henri. En fait, vous voyez que moi, je parle du cas, pour le cas de l'éclairage public à Abomey-Calavi, moi je parle d'une mauvaise volonté politique. C'est ma perception. Que ce soit du côté de l'État central, que la responsabilité soit entièrement, ou qu'au-delà de la route inter-État, dans les agglomérations, que l'État décentralisé, parce que nous n'oublions pas, nos communes sont des compartiments de l'État. C'est l'État au niveau... C'est une décentralisation. C'est de la décentralisation. Ce sont des collectivités territoriales. Elles sont des personnes publiques également. Donc, que les collectivités territoriales aient des parcelles de pouvoir dans les agglomérations pour éclairer ou non, à Abomey-Calavi, la question de l'éclairage public, qu'on soit en temps de pluie ou non, c'est de la mauvaise foi. Je ne le dis pas pour m'en prendre à une autorité. D'accord, on vous aurait compris quand même. Alors, en fait, on va écouter Franck rapidement. On dit la vérité à nos populations. Parce que l'État ne peut pas investir des milliards dans des infrastructures et vous venez et qu'on utilise ça comme des boucliers en cas d'accident. On demande à l'État de venir encore parce que quand on construit une infrastructure, on investit sur un bien de l'État, c'est que c'est dans une prévision. Celui qui a installé, on vous dira que d'ici à 15 ans, 20 ans, ça peut encore résister. Ça veut dire que... Mais l'action humaine, n'est-ce pas, réduit, ne permet pas de garder cela. C'est pour tout le monde. C'est pour tout. Le plus bon politique ou le plus bon État du monde a beau avoir des ambitions nobles, mais si les populations n'accompagnent pas avec une certaine discipline, ça pose un problème. Malgré les problèmes d'inondation, des crevasses que nous observons, des problèmes d'impraticabilité des voies, les gens continuent de ramasser du sable nuitamment. Comment on peut l'expliquer? Alors que vous savez que tout le monde est appelé à emprunter la voie. Vous savez qu'en période de pluie, ça doit servir pour, en tout cas, vous permettre de bien passer. Mais la nuit, vous voyez les enfants... Il y a même des endroits, il faut dire, dans la commune. Maman suit, toute la famille. Et c'est avec les sables des ruelles qu'on va construire nos... On se souvient que dans la commune d'Abomey-Calavi, il y avait ce grand bruit lié au fait que même les briques fabriquées pour faire les gaz aux abords des voies, les populations se permettent de les ramasser. Alors, Ulrich Gaba, on a vu en tout cas une portion des images, n'est-ce pas, qui accompagne ce reportage que vous avez réalisé en son temps sur l'éclairage public dans la commune d'Abomey-Calavi. On estime que vraiment sans lumière, sans éclairage public, ce n'est pas facile en circulation. Et qu'il y a même un autre phénomène ou un autre aspect qui s'ajoute, c'est les problèmes d'insécurité.
Oui, c'est clair. L'insécurité sous toutes les formes, l'insécurité d'abord quand on tient compte de ceux-là qui peuvent venir vouloir vous dévaliser, et on tient aussi compte de l'insécurité routière, parce que quand vous n'avez pas une bonne visibilité, à tout moment vous pouvez heurter quelque chose. Voilà, l'escargot qui se déplace toujours avec ça. Et ce qu'il faut retenir, j'ai bien écouté Franck et j'aime bien la manière dont il veut remontrer les bretelles à ces populations indélicates qui vandalisent le bien public. C'est important. L'action humaine, l'action des populations joue effectivement contre le développement du pays, parce que quand le bien public est construit à coups de milliards et que des individus se lèvent du jour au lendemain, ou nuitamment plutôt, viennent dévaliser, ou du moins se saccager ou vandaliser cette infrastructure, je pense que c'est vraiment une preuve de mauvaise foi. Mais ce qui m'importe le plus ici, et qui parfois moi me choque, c'est que nous parlons de ces chocs-là que ces voitures font en saccageant le bien public. Les voitures sont munies normalement d'assurance. Et normalement, quand vous faites un accident et que la constatation est faite, vous devez normalement payer pour ces dommages-là avant de récupérer votre bien. Et l'assurance étant là, la caution pour pouvoir accompagner, normalement cette assurance-là devrait être prise à partie, et où l'individu lui-même s'arrange avec l'assurance pour que le dommage soit réparé. Malheureusement, il y a certains qui le font justement, mais malheureusement, il y a cette léthargie dans l'administration publique qui fait... Pourquoi l'assurance ne réagit pas, puisque l'assurance est en principe censée prendre les dommages causés par le propriétaire du véhicule. J'ai connu des dossiers où nous avons échangé avec des gens qui nous ont fait comprendre qu'ils ont payé entièrement. On leur a fait payer entièrement. Mais que ça ne les concerne pas. Si ça n'a pas été réparé, ce n'est pas c'est-à-dire que les sous, selon ce que vous avez reçu, les sous sont perçus, mais les sous ont été perçus, mais ça n'a pas été réparé. Ça n'a pas été réparé, ça pose un problème. Parce qu'il y a des procédures qui doivent être faites, c'est la lourdeur administrative qui joue aussi. D'accord. Et quand ça vient à ce niveau, on se pose des questions de savoir à quel niveau le dossier est bloqué. D'accord. Mais l'autre chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, nous avons aussi cette tendance à souvent intervenir pour nos proches. C'est bon, c'est avantageux. Mais attention, nous, c'est bien d'aider nos proches, d'intervenir pour eux, c'est-à-dire sa voiture a été bloquée parce que il a vandalisé un bien public, il a fait tomber l'infrastructure d'éclairage, et on insiste pour qu'il répare avant de prendre sa voiture. Il appelle des personnes qu'il peut appeler pour l'aider à décanter. Et très vite, c'est décanté en sa faveur. Décanter la situation. Qu'est-ce qu'on fait? L'infrastructure routière qui a été vandalisée reste telle. Qui va payer pour ce? D'accord. Allez, permettez qu'on change de sujet très rapidement pour parler, n'est-ce pas, de ce que nous avons lu sur la page Facebook de député Delonis Koglevi. C'est la tête de liste du parti Union Progressiste Le Renouveau dans la ville de Cotonou, la 15e circonscription électorale plus précisément, n'est-ce pas? On a noté que l'honorable n'est visiblement pas, je dirais, satisfait ou n'est pas content de la façon dont aussi bien les ressources humaines que financières sont gérées jusque-là. Il fustige ce qui s'est passé pour le compte des élections législatives de 2023. Franck Arounou, après lecture de ce qui s'est passé, comment vous trouvez, je dirais, la santé ou la cohabitation au sein du parti progressiste Le Renouveau, au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau dans la 15e circonscription électorale? Non, a priori, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de ce parti, parce que le nombre de membres de ce parti, du bureau politique, des instances dirigeantes, quand on prend le nombre et qu'un élément de ce nombre-là arrive à se plaindre, c'est que pour moi, c'est vrai, il faut chercher à comprendre, il faut chercher à savoir ce qu'il se passe, mais on ne peut pas se prévaloir de cette plainte-là pour dire qu'aujourd'hui, le parti UP Le Renouveau se porte mal. Moi, j'ai reçu un membre du parti UP Le Renouveau ici, pas plus tard que le dimanche, qui m'a dit que ça va. C'est vrai, il a reconnu qu'à l'interne, des problèmes existent. Les crises sont souvent... il arrive qu'on note des crises, mais qu'on travaille à régler très rapidement. Alors, ce que moi, je voudrais dire, voilà
je respecte le député, toutes les publications, toutes ces dénonciations. Mais vous savez, il fait partie de ces politiques que vous appelez qui ne décollent jamais. Alors, moi, journaliste, ne me dites pas que, ne m'amenez pas sur un plateau de télévision pour que je puisse prêter flanc à ce que ce député l'a dit. Parce que moi, j'ai envie de l'écouter. Au-delà de ce qu'il met sur sa page, c'est qu'il a des récriminations. Lorsque j'appelle ce député pour échanger, pas forcément pour l'enregistrer, on doit pouvoir décrocher pour dire, voilà pourquoi moi je le dis. Moi, j'ai des éléments convaincants, des éléments de preuve pour venir dire, écoutez, il y a problème. Mais est-ce qu'on prend ça pour du mépris? Peut-être que c'est une question d'indisponibilité et qu'on peut vous revenir peut-être plus tard. Non, pour des accusations de ce genre, on dit que les fonds de campagne ont été mal gérés. Ça ne va pas, les ressources humaines sont mal gérées. Quand vous prenez quelqu'un comme Maître Joseph Diogbenou, c'est un homme de droit. Et on dit, c'est celui qui accuse, qui apporte la preuve. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune preuve pour dire que le député Koglevi Delonis... Mais il assume tout que c'est vraiment sa page officielle et que c'est... Alors, s'il venait sur un plateau, s'il venait sur un plateau de télévision peut-être avec vous et qu'il reprenait les mêmes déclarations, est-ce que vous n'allez pas prendre ça au sérieux, comme il l'a publié sur sa page officielle? Moi, je lui dirais de me donner des chiffres. Qu'est-ce qui a été mal géré? Où on devrait investir l'argent et on ne l'a pas investi. Est-ce que lui, là, les preuves aujourd'hui... Alors, j'en aurais fini. Oui, très rapidement. Comme je le disais, quand vous avez affaire à quelqu'un comme Maître Joseph Diogbenou, puisque finalement, c'est lui qui est visé, c'est lui qui est le responsable du parti. Si c'est mal géré, il sera le premier à répondre. Il faut prendre suffisamment de précautions. Mais on n'a pas vu aussi Maître Joseph Diogbenou, n'est-ce pas, écrit sur sa page Facebook pour dire que c'est faux ce qui est dit. Non. Alors on revient vers vous, Éric Guédénon, n'est-ce pas? On a noté, si vous lisez cette... Il y a trop de dictature. Si vous lisez, n'est-ce pas, cette portion où l'honorable Koglevi Delonis, n'est-ce pas, laisse lire que pour le compte de la campagne, n'est-ce pas, on l'a laissé, je dirais, faire la campagne en solo, en solitaire, sans jamais lui dire, n'est-ce pas, qu'il y avait des fonds mis à la disposition pour la campagne. En résumé, rien ne l'a été, je dirais, attribué pour cette campagne, et ce n'est qu'à la fin, n'est-ce pas, qu'il apprend comme ça que les fonds avaient été attribués. Est-ce que vous ne pensez pas que en termes de gestion des ressources humaines, ou en tout cas, de ressources financières, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une certaine opacité? Je trouve que ce sont des déclarations qui ont besoin d'éclairage public. Et c'est sur une page publique. Mais c'est sur une page publique. Vous savez, l'honorable Delonis, ce n'est pas le genre de leader politique qu'on rencontre sur des plateaux de télévision, à faire des débats politiques, à partager sa position. Je pense que il a fait l'option de plus communiquer sur ses canaux digitaux. Moi, je le lis assez souvent. Des blagues, partage des informations et tout ça. J'étais assez surpris de le voir justement dans cette posture où il apporte des déclarations sur la campagne, mais aussi sur la santé du parti au niveau de sa circonscription, puisque je suis tombé également sur une publication où il estimait qu'il était combattu, malgré qu'il soit le seul élu, n'est-ce pas, de sa formation politique. Je pense que l'homme, qu'à un moment donné, a encaissé ce terme de coup, et il a fait l'option de sortie, n'est-ce pas, et de livrer quelques éléments de frustration sur sa page Facebook. Si nous sommes d'accord que ça reste un canal qui est propre à lui, puisque c'est sa page personnelle, n'est-ce pas, et donc ses propos n'engagent que lui. Si sa formation politique jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a pas produit un communiqué pour aller contre les propos de Delonis, peut-être qu'au sein du parti actuellement, il y a certainement des discussions où ils sont en train de pouvoir échanger avec l'honorable pour trouver des solutions. Après, moi, je pense que ça cache aussi peut-être des intrigues politiques, n'est-ce pas? Ou peut-être aujourd'hui, au niveau de sa circonscription électorale, il y a peut-être d'autres leaders qui ont envie également d'émerger et qui peut-être doivent
d'une façon ou d'une autre. Lui, il doit perdre sa place pour permettre à d'autres personnes également de se faire une place. Donc, il y a peut-être que ça cache des intrigues politiques et que peut-être pour les perspectives de 2026, il a estimé que c'était sans doute le moment de faire sortir les choses. Alors, de faire sortir les choses. Je vous donne lecture de cette portion de phrase. On dit, c'est après les résultats du vote de ma réélection que j'ai découvert en plein bilan au siège du parti. En plein bilan au siège du parti que des fonds avaient été pourtant envoyés pour la campagne. Je n'ai donc été ni de près ni de loin associé à la gestion de ces fonds. Je me suis longtemps gardé d'en parler pour préserver la cohésion du groupe. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est pour que la gestion des ressources tant humaines que financières soit collective pour le grand bonheur de notre parti. William Kilikan, pensez-vous que si vraiment tout va bien au sein de ce parti, on aura tant de déclarations? J'espère pouvoir aller au bout de mes idées cette fois. Allons-y, vous savez, la dictature, c'est pas celle de Wahab, c'est celle du temps. Parce que doit être équitablement réparti. Allons-y, équitablement réparti. Très bien. Qu'il doit être réparti. C'est pourquoi il faut faire l'effort d'être précis et concis. Moi, je trouve que sur la question de l'honorable Delonis Koglevi, c'est l'expression d'un malaise au sein d'un parti politique. Maintenant, est-ce que le canal d'expression de ce malaise est le meilleur? Je pense que non. Est-ce que c'est sur Facebook qu'il faut nous parler pour quelqu'un qui nous a habitués aux rivalités Real Madrid-Barça et ainsi de suite? Est-ce que c'est le meilleur endroit pour exprimer et pour dire les choses que l'on voudrait exprimer sur le fonctionnement à l'interne d'une formation politique? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un parti politique, qu'il soit le plus important de l'échiquier politique national aujourd'hui au Bénin, qu'un parti politique est un couvent. Non, je ne le pense pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que s'il y a malaise dans une formation politique, un élu de la formation ou même un simple individu émanant de la formation politique ne puisse pas dire ses récriminations, ses griefs contre la gestion qui est faite. Mais utilisons les bons canaux, utilisons les bons moyens. Je crois que tous nous reconnaissons que dans un ensemble humain, dans une organisation humaine, il doit avoir des défauts de fonctionnement, des problèmes de gestion de ressources. Maintenant, il dit que c'est pour l'avenir. Est-ce qu'il a exprimé son désaccord au sein? Parce que Franck disait quelque chose de très précieux. Je ne sais pas depuis quand Franck et moi, nous cherchons Delonis Koglevi sur Zone Franche, depuis les temps forts, même à des époques où eux tous sont autorisés à communiquer, à venir sur des plateaux de télévision. C'est le député qu'on ne voit presque jamais dans la chose publique. Je ne sais pas s'il fait des rééditions de comptes dans sa circonscription électorale ou s'il a des temps de communion avec sa base, mais côté média, il est off. Ça, c'est une réalité. Peut-être que c'est dans cette optique qu'il n'opte pas pour une conférence de presse pour dénoncer parce qu'il est-ce que vous ne notez pas que la question de discipline de groupe, n'est-ce pas, qu'on dit c'est-à-dire quand on invite de ces personnes ressources qu'on souhaite, parce qu'il n'est pas le seul, hein, quel que soit le parti, on vous dit que non, il faut l'autorisation du chef et autres, mais cela n'interdit pas, n'est-ce pas, aux membres du parti peut-être d'utiliser d'autres canaux, j'allais dire, n'est-ce pas, pour s'exprimer. Permettez que je donne la parole à Ulrich Gaba qui ne sait pas encore prononcer. Il ne faut pas qu'il me qualifie de dictateur. Je m'y apprête. La dictature, c'est celle du temps, pas celle de Wahab Ali Para. Oui. Vous savez, il y a des choses qui ont été dites ici, tout de suite sur ce plateau, et qui sont assez sensibles. Première chose, cela dénote de malaise. Qu'on le veuille ou non, il y a un malaise. Maintenant, est-ce que le canal par lequel le député s'exprime est le meilleur? Ça, c'est à lui d'en juger. Revenons au malaise. On va évoluer pour aborder peut-être le volet canal de diffusion. Quand vous parlez de ce malaise-là, il est clair qu'il y a effectivement un malaise. Un malaise qui n'est peut-être pas encore montré au grand jour, mais il y a un malaise. Et toute organisation, et ceci est inhérent à toute organisation humaine. Quand il y a un groupe où il y a plusieurs personnes ensemble, il y a toujours de petits problèmes. Maintenant, ces problèmes, est-ce qu'ils sont de nature à pouvoir diviser réellement ou plutôt à créer des incompromis ou des incompréhensions? Quand vous faites bien attention, je laisse Delonis Koglevi, je reste toujours avec l'UPR et je vais à Agbanyizou où le NEP Mihalodo vient de quitter l'UPR pour le BR. Et j'ai entendu Paul Nimagnon qui a clairement dit pendant 5 ans j'ai été humilié. Les images sont encore là. Et quand vous avez, ça c'est un autre membre de l'UPR qui fait cette déclaration. Et quand vous l'associez à ce que dit
et Delonis Koglevi sur sa page Facebook, vous constatez que il y a vraiment. Donc dire que le parti ça fait déjà 2 membres. Il faut vraiment consulter le carnet de santé de ce parti. On ne peut pas dire que c'est seulement 2 membres et que sur la totalité 2 membres seulement. Non, 2 membres. Mais avec leurs militants. Il faut faire attention. Il s'agit chaque membre derrière lui, il y a des gens qui l'accompagnent, qui l'apprécient et qui peut-être à cause de lui sont dans l'UPR. Et nous avons vu le Net Mihalado qui aujourd'hui quitte l'UPR pour l'UBR et qui dit nous étions dans l'UPR et pendant 5 ans, parce que la phrase a été assez sensible, elle dit nous avons été pendant 5 ans, il dit moi personnellement, là il a été, c'est une déclaration péremptoire, il dit moi personnellement pendant 5 ans j'ai été humilié. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, nous ne pouvons alors nier qu'il y a un malaise au sein du parti. Effectivement, côté financier, je ne pourrais rien dire parce que je ne peux dire avec précision. Est-ce que des fonds de campagne ont été véritablement donnés? Est-ce que ça a été utilisé à bon escient ou pas? Je ne peux donner des informations à ce niveau parce qu'il faut des preuves palpables pour pouvoir analyser. Mais une chose est certaine et qu'on ne peut nier sur ce plateau. Si on arrive à ce niveau. Et comme je l'ai dit, les malaises sont inhérents à toute organisation humaine. Quand vous avez un groupe de personnes, il y a toujours des chocs de sentiments, des chocs d'émotions, des ressentis. Et quand ces ressentis-là viennent, quand vous ne les réglez pas vite, et ça crée de gros malaises. Mais est-ce qu'on est déjà à l'étape de gros malaise? Je ne sais pas. D'accord. Malaise, gros ou mince. Gros ou mince. Comment régler ça selon vous? Mineur ou majeur. Voilà, mineur ou majeur. Comment régler ça selon vous, Franck Aounou? Très rapidement. Il faut qu'un responsable, le député de l'ONIS puisse reverser ces récriminations-là. Il y a un bureau politique, au-delà peut-être de la personne de Joseph Djogbenou, il y a un bureau politique national et il y a des instances dans le parti. Il doit pouvoir reverser ce qu'il a et donner les preuves suffisamment. Moi, mon problème, c'est vrai, c'est bien beau, c'est trop facile d'écrire sur sa page. Je prends ma page aujourd'hui, je commence par énumérer des trucs qui ne m'agréent pas. Tout le monde peut lire et on peut croire. Mais je pense qu'il y a un travail à faire à son niveau, c'est de pouvoir reverser ces récriminations-là au niveau des instances du parti pour qu'il puisse en discuter. Parce que ce qu'il a mis là, c'est trop parcellaire pour que moi, je puisse croire. Il dit après, vous n'aimez pas le président Talon, sinon vous ne vous mettrez pas tous ensemble pour combattre. Qu'est-ce que le président Patrice Talon vient chercher suite dans un parti que vous... Non, vous n'avez pas fini la phrase. Finissez la phrase. On dit vote unique, élu de la 15e circonscription, le seul député de la mouvance que je suis. Ça, c'est le parti politique. Bon, lorsque vous associez cela à Patrice Talon, pour moi, quand le politique commence par dénoncer, moi je prends ça avec beaucoup de pincettes. D'abord, qu'est-ce qu'il a amené à dénoncer? Où sont les preuves de ce qu'il dénonce? Parce que le politique, quand il pose un acte, c'est qu'il y a une visée politique derrière. Quelle est la visée politique de l'ONIS aujourd'hui? Est-ce que c'est véritablement pour corriger les choses au niveau du parti ou c'est lui-même en tant que député, en tant que politique qui veut se faire une place encore dans l'arène politique? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions que moi je me... Est-ce que c'est la meilleure? C'est ce qu'on se demande tous. Quand on dit, parce que moi la partie qui me gêne, c'est qu'on puisse faire une gestion, je dirais, des fonds de campagne, n'est-ce pas, pour venir faire le point en présence, n'est-ce pas, de celui de Delonis Koglevi au sein du parti, alors qu'en amont, n'est-ce pas, il n'avait jamais été informé de ce que les fonds avaient été mis à leur disposition, n'est-ce pas, et qu'il n'en a jamais bénéficié, alors qu'en ce moment, il était candidat et finalement, c'est le seul élu dans la 15e circonscription électorale. Ça sous-entend qu'il y a vraiment un malaise, non? Ce qui fait en même temps que cette déclaration peut nous amener à conclure, n'est-ce pas, qu'au niveau du parti, en tout cas pour la gestion de cette élection, que les fonds de campagne, en tout cas mis à disposition des candidats, il n'y a pas unanimité. Tous les candidats n'ont pas reçu. En tout cas, Delonis n'en a pas reçu. Et à partir de cet instant, le parti aussi peut se constituer en tant que parti, n'est-ce pas, pour demander à M. Delonis d'apporter les éléments de preuve, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train d'avancer. Et pourquoi pas l'interpeller, puisqu'on parle de discipline de groupe? Parce qu'en demeurant au-delà de sa personne, ça touche aussi l'image du parti. Peut-être qu'il y a d'autres candidats qui sont dans le même cas que Delonis, qui sait.
peut-être qu'il a essayé d'en discuter avec X ou Y au niveau de la formation politique. Il a estimé qu'on n'est pas resté sensible à ses propos, donc il s'est vu peut-être obligé de faire une déclaration sur sa page Facebook. Mais après, quand on a laissé cette déclaration, il en a fait d'autres qui montrent également qu'il est un acteur politique combattu dans sa circonscription électorale. Dans son propre camp. Dans son propre camp. Voyez-vous, dans son propre camp. Donc, cela nous amène à faire observer le malaise que William a évoqué, Ulrich a évoqué, peut-être des questions d'intrigue politique, n'est-ce pas, qui nous amènent maintenant à interroger la bonne santé au niveau de cette formation politique. Comment le président Diogbenou est en train de gérer véritablement le temps passe vite. Les alertes, faisons le débat de la gestion de Diogbenou, que les protagonistes s'écoutent. Et si tant est que ce sont des récriminations personnelles, que les instances de sages du parti écoutent les personnes lésées pour des ententes. D'accord. Alors, le temps est vite passé. On va conclure avec la revue de presse que nous propose ce matin. C'est, je crois, Idrissou Boukari. Nous sommes jeudi. Idrissou Boukari a fait pour nous la presse nationale. Voici son compte rendu. Mesdames et messieurs, bonjour. La mairie de Kopargo, dans le département de la Donga, fonctionne sans conseil de supervision, nous renseigne le matinal ce matin. Exaspéré par la situation qui met en berne le développement de la commune et constitue un blocage au paiement des sursalaires du personnel, explique le Canard, les agents sont montés au créneau le lundi 10 juin 2024 pour se faire entendre à la faveur d'un sit-in. Ils ont invité le gouvernement à prendre ses responsabilités pour faire installer et fonctionner sans délai le dit organe. Dans leur déclaration publiée à la page 7 de Le Matinal, les manifestants indiquent que cette situation crée d'énormes conséquences négatives, non seulement au niveau de la population en général, mais aussi et surtout au personnel qui se bat face à la cherté de la vie, avec leur maigre salaire depuis l'avènement des différentes crises qui secouent le monde entier. Ils réclament aussi le paiement à 100% de leur sursalaire avec tous les arriérés. Sans quoi, prévient-il, le gouvernement sera tenu responsable des déconvenus qu'engendrera cette situation, car si rien n'est fait dans un bref délai, ils passeront à la vitesse supérieure, conformément au test de la République du Bénin. Fraternité pour sa part nous apprend que le Bénin décroche 150 millions de dollars US de la Banque mondiale pour la sécurité alimentaire et productivité. Selon le quotidien, le financement additionnel du projet d'appui à la compétitivité des filières et à la diversification des exportations vise non seulement à renforcer la sécurité alimentaire à travers l'augmentation de la production du riz et des produits maraîchers, à savoir la tomate, le piment et l'oignon, mais aussi et surtout à générer des opportunités économiques plus inclusives dans les segments en amont et en aval de ces chaînes de valeur pour les jeunes, les femmes et les personnes à risque en vue de prévenir la fragilité dans les régions du nord du pays. Il soutiendra aussi, selon la publication, le développement des aménagements hydro-agricoles, la fourniture d'intrants agricoles, les technologies améliorées de production et les services de conseil agricole ciblant les chaînes de valeur suscitées. Il permettra également de poursuivre les appuis à l'amélioration de la productivité et à l'augmentation des exportations des produits dérivés de l'ananas et de l'anacarde, ce qui offrira des opportunités économiques et de moyens de subsistance aux jeunes, femmes et aux personnes à risque. La Nation parle ce matin du contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et renseigne que les axes de la politique budgétaire 2025-2027 sont désormais connus. Dans les grandes lignes du document adopté par le gouvernement le mercredi 12 juin 2024 en Conseil des ministres, il postule que sur cette période, la politique économique sera orientée vers la poursuite de la transformation de l'économie conformément au programme d'action du gouvernement. De manière concrète, l'État poursuivra les actions de diversification de l'économie, d'amélioration des capacités de production et de la productivité. Un accent particulier sera accordé au développement du secteur industriel. Sur le plan social, l'État s'investira dans l'extension des filets sociaux
et les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Concernant les finances publiques, l'État va maintenir un cadre financier soutenable. Pour ce faire, un accent sera mis sur la bonne conduite de son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international dont les revues à date sont soldées par la réalisation de tous les critères de performance et des repères structurels. De la même manière, les réformes engagées au niveau des entreprises publiques, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale seront consolidées. Les 3 représentants des professionnels des médias au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont connus à l'issue des élections du dimanche 9 juin 2024. Le matinal et Fraternité nous présentent les visages des nouveaux conseillers de la HAC. Selon les chiffres proclamés par le rapporteur de la HAC, le conseiller Fernand Baguidi, dans la catégorie audiovisuelle, Armand Hounsou a réalisé un raz de marée en supplantant ses adversaires. Il a totalisé 411 voix sur 520 suffrages exprimés, ce qui équivaut à 79,04%. Il est suivi par l'actuelle présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latondi, qui réunit 90 voix, soit 17,03% des suffrages exprimés. Pour ce qui concerne la presse écrite, les débats ont été très serrés entre le conseiller en exercice Franck Kouacheme et Basile Chibozo. Au terme des décomptes et selon les chiffres officiels livrés par la HAC, c'est ce dernier qui l'emporte avec 207 voix contre 204 pour son challenger. Dans la catégorie des techniciens de télécommunications, Lionel Begonoudé gagne le scrutin haut les mains avec 120 voix contre 233 suffrages exprimés, ce qui équivaut à 51,50%. Merci de votre aimable attention.